Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Associated Talks. Je suis accompagné aujourd'hui de Loris. Christophe est dans le fond, vous risquez d'entendre la souris. Trop de boulot pour lui. Trop de boulot. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Arthur et Charles, membres de la coopérative d'architecture CO. Bienvenue. Merci. Je rappelle le concept du Talks. L'idée, c'est de parler d'architecture et d'autres choses. Qu'est-ce qui fait l'architecture? Qu'est-ce qui fait un architecte? Les tenants et les aboutissants de ce joli métier. Et on attend vos anecdotes. On attend vos anecdotes. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. On les lit, on a le chat en face. On les posera à qui de droit. Voilà, bienvenue. Charles, merci d'être là. Merci à toi. Ouais, C'est vraiment plaisir que vous soyez venu. Merci pour l'invitation. C'est vraiment cool. On commence par une question assez simple. C'est votre cursus. Donc je sais pas si Arthur, tu veux commencer. Moi j'ai grandi entre Denain au-dessus de Morges et Zurich. J'ai fait le gymnase à Morges avec Charles, c'est de là qu'on se connaît. Et après, j'ai fait de 2010 à 2017 mes études d'archi à Zurich, bachelor, master. Après, on a commencé à travailler ensemble avec Charles tout de suite après les études sur le premier projet Shoshi, mais qui traînait un peu, qui était un peu bloqué. Donc là, j'ai saisi l'opportunité pour refaire un master d'une année à Sciences Po Paris qui s'appelle le SPIP, Programme expérimental en art politique, dirigé par Bruno Latour. Et quand j'ai terminé ça, on a pu se lancer, on a eu tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire ce premier projet. Et puis maintenant, on travaille ensemble. Et depuis une année, je suis assistant au labo TEMA de Sarah Nichols à l'EPFL. Ok. Et toi, Charles? Alors moi j'ai grandi à Launay, c'est un autre petit village dans la galaxie morgienne. Et donc c'est pour ça que j'étais au gymnase à Morges avec Arthur. Et puis moi j'ai fait des études à l'EPFL avec certains autres qui sont dans cette pièce. Bienvenue. Et puis on est toujours resté en contact avec Arthur, même si on faisait pas les études au même endroit. Puis on s'est retrouvés à la fin de nos études pour faire ce projet à Denain. Moi, pendant que ça a été mis en pause, j'ai travaillé dans divers bureaux, j'ai fait des concours, j'ai fait un chantier de transfo pour des petits bureaux à Lausanne. Et puis après, oui, en 2020, tout à coup, tout s'est aligné. Les astres se sont alignés, puis on a pu faire ce projet qu'on a terminé cette année. Et puis en parallèle, plein d'autres. Trop bien. Et moi, juste une question encore. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire une année à Sciences Po? À la fin des études, c'était clair que je voulais faire de l'architecture engagée. Surtout souffrant un peu d'éco-anxiété, ou même beaucoup à certaines phases. Et au fait, j'étais hyper enthousiaste. Pour moi, c'était évident qu'il fallait faire des choses, mais j'avais de la peine à le communiquer ou à comprendre au fait aussi bien le phénomène. Puis en lisant pas mal Latour, je me suis dit mais lui il a bien compris le truc. Et ça m'intéressait de mieux comprendre et voilà, c'était ça l'envie au fait de... C'était clair que je voulais faire de l'architecture, mais je me suis dit en fait le bagage qu'on a reçu des études à l'époque, il nous formait pas du tout à répondre aux enjeux de notre époque, je trouvais. On était des bons architectes, mais pas très bons pour comprendre les problèmes de notre société actuelle. Moins conscient. Ouais. Et du coup, tu parles du professeur Latour, donc ça fait partie des éléments qui t'ont marqué pendant ton cursus? Ou il y en a d'autres? Je pense que c'est un élément majeur quand même de mon cursus. Et aussi, maintenant, c'est très là dans le background aussi, dans tous les projets. Ça amène un peu une manière plus... Enfin, le projet, on l'a fait avant qu'on ait fait Sciences Po, que j'ai fait Sciences Po Paris. Mais que t'en aies profité aussi. Mais au fait, après ça, j'arrivais mieux à en parler. Au fait, j'arrivais mieux à décrire, j'arrivais mieux à comprendre pourquoi on trouvait que ce projet était pertinent, alors que le projet n'a pas beaucoup changé. Mais c'est plus facile maintenant de communiquer ce qu'on fait et de comprendre pourquoi on le fait.
Et toi, Charles, il y a un élément marquant pendant ton cursus que tu as envie de partager? Bah, je pense l'aspect conscience du changement climatique et de la durabilité, puis aussi de l'influence, de l'impact que nous on peut avoir comme architecte. Bah, ça c'est sûr qu'on a c'est quelque chose qu'on a en commun. Moi peut-être d'une manière moins académique, je dirais. Mais une sensibilité qu'on a en commun. Et puis je pense que oui. Moi, c'est plus par des lectures personnelles que j'ai développé ça. Puis je pense que cette attention, cette préoccupation plutôt, ça a nourri le projet. Déjà, à la base, il y avait quelque chose, mais entre le moment où on l'a mis en pause, où toi, tu as fait ton master à Sciences Po, après, on a quand même ajouté beaucoup de choses qui allaient dans une direction qu'on jugeait beaucoup plus favorable. Et puis, voilà. Donc, pas de prof, toi, qui t'ont marqué particulièrement? Ah, tu penses à un prof Non, c'est pas. Peut-être que c'est vrai que pendant les études. Je pense par exemple Harry Googer, lui, il avait cette chose d'être vachement conscient de l'importance du problème climatique, et puis aussi d'enseigner que toi, en tant qu'architecte, si tu es bon dans la réalisation, tu peux avoir cette capacité de transformation. De passer de quelque chose d'assez théorique à quelque chose qui fait vraiment une différence. Donc cette capacité d'intervenir sur le monde, quoi. Ça, je pense que... Ouais. C'est vrai que l'atelier de Googer, il y avait une grosse préoccupation territoriale aussi. Une grande analyse en tout cas, quasiment un semestre, non, avant de faire le projet ou... Ouais, moi j'ai pas fait son atelier, mais j'ai fait mon projet de master avec lui. Ouais. Donc, ouais. J'ai vu en critique finale de certains diplômes, il est effectivement assez pointu. Ouais, en tout cas, il prenait vachement à cœur d'avoir cette approche aussi dans le projet de master, une approche territoriale, et de comprendre tous les enjeux globaux dans lesquels s'insérait ton bâtiment, quoi. Et toi, à part ton petit voyage à Paris, il y a quand même eu des éléments qui t'ont marqué pendant tes 5 ans à l'ETH? Ouais, je pense l'ETH, c'est un prof charismatique après un autre. Donc, je pense, oui, il y en a beaucoup. Au début, j'étais très marqué par Keretz. Cette radicalité, cette pas faire de compromis. Après, j'ai heureusement pris aussi un peu mes distances avec son travail. Et je pense sinon, les autres qui m'ont marqué, j'ai fait un semestre aussi avec Herzog de Meuron. Donc ça, c'était aussi intéressant de voir à quel point l'architecture est politique. Au fait, c'était hyper politique ce qu'on faisait comme travail avec eux à l'échelle territoriale. Et ensuite, il y a eu Flammer, où j'ai appris à développer vraiment un travail personnel. Et à la fin, j'ai fait mon diplôme et un semestre avec Emerson, qui était... où je comprenais pas trop bien pourquoi je l'appréciais, mais... Après coup, maintenant, avec tout le bagage de la tour, enfin, je pense que c'est lui qui m'a au fait un peu ouvert la porte à la tour, parce que lui, il est aussi très fan de son travail. Et je pense qu'il y a une subtilité que je comprenais pas très bien à l'époque, et que maintenant, j'arrive beaucoup mieux à comprendre. C'est drôle que la tour, c'est un peu un livre un peu obligatoire, non? C'est comme un peu ce genre de film qu'on regarde tous, ou ce livre qu'on regarde tous pendant les études. C'était vraiment une référence, comme une sorte de common ground un peu pour tout le monde. Toi, tu l'avais aussi découvert aux études ou plus tard? Non, moi je l'ai découvert plus tard. Mais j'ai un peu de la peine avec la lecture de la tour. Même si je pense que je partage beaucoup d'idées, le style. J'ai de la peine à accrocher au style. Ouais. Ok. C'est pas mon livre de chevet, on va dire. C'est le tien du coup? Puis maintenant. Ouais, moi, il y en a pas. Bon, il y en a pas mal de livres, mais bon, moi j'ai été très touché par sa mort. D'ailleurs, il y a pile une année, peut-être même aujourd'hui, il y a une année, parce que chaque fois qu'il y avait des événements un peu dans le monde ou comme ça, je regardais ce qu'il disait, ce qu'il écrivait, je trouvais ça rassurant en fait. Je trouvais que c'était une voix assez rassurante, parce qu'il était quand même assez positif, même très positif au fait sur l'avenir. Et maintenant, oui, encore. Mais bon, la tour, c'est pas juste lui, au fait, c'est tout une galaxie de gens aussi autour de lui que j'ai découvert à Paris, et que je lis encore maintenant, et qui sont très inspirantes et inspirants pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Et vous vous souvenez à quel moment vous avez voulu devenir architecte? Moi, je me souviens, mais je pense... Enfin, un moment où je me suis dit, ça pourrait être chouette d'être architecte. Ouais. Mais c'était, je sais pas, quand j'avais peut-être 10 ans. Ah, Mais méga jeune. après, il y a eu d'autres choses entre deux. Mais, Ouais. mais je me souviens du moment, en fait. Je me souviens, j'avais construit avec des plots en mousse, une sorte de maison comme ça ressemblait un peu à une guitare. Ça, t'as un axe de symétrie avec un plot un peu rectangulaire et long comme ça. Puis après, t'avais 2 ailes. C'était assez symétrique, mais ça faisait comme une guitare, comme ça. Puis moi, j'ai toujours ce moment en tête, quoi. Ok. Et puis... Moi, je me souviens en fait assez bien, c'est qu'on est allé faire un voyage à Munich avec mon père et ma sœur, et on est allé voir l'Allianz Arena qui venait d'être construite, et ça devait être en 2005, comme ça. Et puis au fait, j'ai compris là, parce que pour moi, l'image de l'architecte, c'était quelque chose de très technique, et là, j'ai compris qu'en fait, c'était un truc hyper créatif, et qu'il y avait une liberté énorme dans la manière d'appréhender un programme. Et c'est ça qui m'a un peu ouvert à ce monde-là. Ok. Donc c'est un programme d'infrastructure publique, grande échelle, qui t'a... Mais hyper libre. Mais hyper libre. Ouais, c'est plus le fait au fait, il y a un côté très joueur dans le projet de dire, bon, en fait, le stade, il a une forme... enfin, il y a une liberté totale de penser, de se dire, bon, en fait, on donne une forme de pneu à un stade que je trouvais assez impressionnante, au fait, de se dire, bon, en fait, chaque projet peut vraiment ouvrir à une liberté de forme et d'espace. Ouais. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur un point, c'est que vous avez dit que vous êtes parti d'une coopérative. Ça date de quand? Comment vous y êtes entré? Et qu'est-ce que c'est exactement? Plein de questions. Ouais. Alors, en fait, la coopérative, on l'a fondée avec d'autres. Au moment où, en fait, on a commencé notre premier grand chantier, et on s'est dit, voilà, maintenant, il faut passer d'une autre forme qu'être 2 indépendants liés par une société simple, qui est pas très simple, en fait. Et donc, on se disait, non, mais on veut pas être non plus, nous, les 2 petits patrons d'une SARL, et puis ensuite se lancer un peu dans cette vision pyramidale. On n'aimerait pas aussi être marié, pas forcément pour toute la vie. Et puis on était à la recherche d'une structure beaucoup plus flexible, mais qui nous protégeait aussi en termes de responsabilité. Et puis là, on s'est trouvé avec d'autres amis qui étaient plutôt basés à Zurich et qui avaient exactement ce projet-là aussi de monter une structure plus horizontale. Et puis on est monté dans ce projet de former une coopérative qui était, en fait, à la base, l'idée c'était d'être tous indépendants, de gérer ses mandats chacun indépendamment. Et puis, on a cette structure qui nous chapeaute, qui fait surtout l'administratif, donc qui contracte les assurances, qui s'occupe de verser les salaires. On est donc salarié de la coopérative, même si on a chacun nos affaires et on touche nos honoraires indépendamment. Et puis voilà, ça permet de mutualiser tout cet admin. On a des postes, chacun fait un truc, et puis on n'est pas tous en train de courir après les décomptes d'assurance, etc. Chacun dans son coin, mais on peut mutualiser ça. Et puis après, il y a la question de se présenter comme un bureau qui a peut-être une force de frappe plus grande, ce qui peut être utile des fois pour des postulations. Parce que vous partagez du travail parfois au sein de la coopérative? Oui, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on a une énorme flexibilité. On peut facilement sous-traiter à quelqu'un d'autre dans la coopérative, puis en fait, c'est juste qu'il faut faire rentrer les sous pour payer son salaire, mais en fait, on appelle le comptable et on lui dit, tu peux lui verser tant de salaire parce qu'il a bossé pour nous sur telle chose, et puis ça donne une flexibilité énorme. Puis aussi, quand on fait des concours, je dis on est des indépendants, mais en fait, dans les faits, souvent, on travaille par studio, donc c'est des petits groupes de 2 ou 3 qui travaillent sur un projet. Puis notamment pour les concours, ça permet de travailler à 4, 5 dessus, et puis de quand même continuer à faire tourner les projets en cours, quoi. Mais du coup, la coopérative a un siège social, mais vous êtes tous entre Zurich et
Et Bâle et Lausanne. Bâle et Lausanne. Ouais. Ok. Et vous êtes combien? On est 17 maintenant. Ouais, quelque chose comme ça. Après, 17 ou 18. il y a, ça, il y a ça change, qui, en fait. qui sont salariés, enfin qu'on appelle des membres actives. En ce moment, on est plutôt 5-6, je pense. Peut-être 7. Il y a à Zurich, il y a une bonne partie qui bossent à 100% ailleurs et qui sont membres dans l'idée de l'utiliser comme outil d'acquisition ou pour faire des concours. Et à Lausanne, c'est l'inverse, on a plutôt plus de travail que ce qu'on est. Et du coup, on a ce qui est assez compliqué en ce moment. Je ne vais pas cacher qu'on est dans une période assez difficile à Lausanne de réorganisation un peu. Ce que je peux ajouter, je pense qu'il nous lie, et un peu l'idée, c'est qu'en tout cas, pour moi, j'ai pas du tout aimé être salarié dans un bureau et je connaissais pas d'architecte autour de moi qui était satisfait ou satisfaite de sa situation professionnelle en tant que salarié dans des bureaux. Et je crois qu'on partageait tous un peu ça et une envie de se dire, mais est-ce qu'on peut réfléchir à un autre modèle qu'on doit inventer, qui est difficile. En ce moment-là, on a une période vraiment difficile. Mais dans l'idée de trouver de créer des autres modèles, un peu comme dans notre travail aussi, dans tout ce qu'on fait, on voit ce qui ne va pas, et puis on essaie d'expérimenter et de proposer des choses qui vont. Et ce qu'on a réussi à se mettre d'accord, c'est surtout sur ces questions de notre rapport au travail. Et on a assez tôt dit qu'on ne voulait pas d'unité au niveau du style architectural ou du type de mandat qu'on fait. Ça, chacune est complètement libre de faire les projets qu'il ou elle veut, mais on cherche... Ce qui est important, c'est qu'on s'entende. Enfin, le dénominateur commun, c'est le rapport au travail. Et là, il y a aussi... nous, on a cette période où on a cherché des gens, activement cherché des gens à nous rejoindre à Lausanne parce qu'on avait plus de travail que ce qu'on arrivait à faire les deux, où on ne cherchait pas des employés, on cherchait plutôt des associés. C'est compliqué au fait comme démarche, et là on est dans une période où on a un peu trouvé les limites aussi du truc et où on doit être créatif et trouver des solutions pour comment gérer ces projets, ces deux mondes. Surtout maintenant, avec le projet qui s'est terminé cet été, qui a été pas mal médiatisé, on a pas mal de demandes. C'est quand même nous deux, jusqu'à maintenant encore, les visages de la coopérative à Lausanne. C'est pas mal vers nous que les gens ont envie de voir. Et puis, en fait, l'idée, c'est de partager ça et justement pas qu'on soit les patrons. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas, mais... C'est dur. C'est dur parce que vous avez été très impliqué sur un des plus gros projets, je pense, de la coopérative sur Lausanne, si je dis pas de bêtises. Même de toute la coopérative. De toute la coopérative. Donc c'est vrai que vous avez un peu établi la base, quoi, de ce que c'est comme projet, de l'implication, vis-à-vis aussi des maîtres d'ouvrage. Je pense que vous êtes le visage qu'ils ont vu parce que vous étiez là. Ouais. Et puis voilà. Ensuite, c'est comme on a mais pourtant on a envie d'être horizontal et de grandir de manière horizontale, mais ça nécessite quand même une sorte de période de digestion en quelque sorte. Parce qu'en fait, le modèle il est pas arrivé à épuisement. C'est juste qu'il faut trouver une manière d'inclure les gens dedans. Voilà. Et c'est une période super intéressante aussi parce que nous on s'était dit au départ tout. Si on a besoin d'un employé, en fait, directement, la personne devient coopérateur. Et puis, ça, c'était l'idéal, mais il faut trouver des gens qui ont envie de s'impliquer et qui ont le temps de le faire aussi. Et puis, souvent, les gens ne sont pas disponibles du jour au lendemain à 100%. Ou voilà, quoi. Et puis, je pense qu'il faut... Voilà. Il faut diluer cette fame. Oui, voilà, il faut la diluer. Mais pour certains clients, c'est difficile en fait de voir que nous, on n'est pas forcément. C'est pas nous qui allons tout faire dans le projet, quoi. Nous deux. Et on a eu des questions là-dessus. Sur un étonnement de voir que
Pourtant, on les prévenait que voilà, on était plusieurs maintenant, mais ils s'accrochaient quand même à l'idée que ce soit nous deux qui fassions le projet. Et si c'est l'un des deux, ça, c'est la même chose pour eux ou... Nous, on va pas leur faire croire que ça va être... Non, mais ce que je veux dire, c'est que imaginons qu'il y a un projet qui nécessite pas, par exemple, en période par exemple de chantier, parce que je pense que l'avant-projet, c'est toujours... l'idée de collaborer, c'est aussi dans la période créative qu'elle est plus... elle est hyper intéressante. Mais dans le chantier, si t'as pas nécessairement avoir besoin de 2 personnes, est-ce qu'une personne, ça suffit Dans ce cas-là, le client, il dit quelque chose ou... Alors, on n'est pas là. On n'est pas là. Okay. En même temps, plutôt dans les phases ils ont eu un chantier si compliqué qu'il valait mieux être 17 que 2, quoi. Mais justement, je pense que dans la phase de chantier, c'est peut-être là que tu as besoin d'être quand même 2. Ça dépend de la taille des mandats. Mais justement. Mais c'est plutôt l'interlocuteur avec le client, quoi. Ouais. Donc vous avez parlé justement de ce projet qui s'est terminé cet été. C'était le premier projet sur lequel vous avez travaillé, mais c'est celui qui a duré le plus longtemps. Ouais. J'ai bien compris que ça a commencé il y a quand même pratiquement 8 ans. 6 ans. Ouais. Vous arrivez un peu à... Sinon, on en parle après. On en parle, pardon. Là, vous avez dit que vous avez beaucoup de mandats actuellement ? Ou beaucoup de travail, en tout cas ? Mandat, pas encore tant que ça, mais là, on a beaucoup de... beaucoup... Par rapport à avant, on était 2, on avait 2 projets. En gros, pendant longtemps. Et là, on a pas mal de gens à aller voir qui ont vu un article dans le journal, tout le début. Alors, on a signé quelques contrats pour des études de faisabilité. On a eu ça, on a un avant-projet. On a un nouveau gros mandat quand même. Mais c'est quand même une période, en fait, c'est beaucoup de boulot, en fait. Les études, toute l'étude de faisabilité, l'approche des clients. Mais déjà, juste aller voir les clients, aller voir les journalistes, venir vous voir, vous. Vendredi passé, on a intervenu à Mathilda, la matériothèque à Lausanne. Et puis, en fait, chaque fois, c'est une journée... je pense l'intervention là à Mathilda, au final, en tout, ça nous a pris chacun une journée entière, on te préparer, y aller. Et puis après, tu dois aller voir quelqu'un là. Et ta semaine, elle passe vite. Elle passe vite. Ouais. Mais du coup, vous avez un certain type de réalisation, de mandat qui ressort en tout cas pour vous deux. C'est quand même... surtout de la transfo. Et puis souvent de la transfo dans des bâtiments où les clients ils viennent vers nous, ils nous disent on a ce bâtiment, on ne sait pas quoi en faire, aidez-nous. Et proposer quelque chose, on est un peu bloqué. Et puis donc c'est assez intéressant. Ouais. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de programme précis, ils n'ont pas de programme précis, c'est typiquement des bâtiments familiaux qui ont été hérités, puis où les gens vont pas forcément y vivre personnellement, mais ils veulent en faire quelque chose de bien. Et puis des fois ça part d'un problème, par exemple. On a eu 2-3 fois, il y a un problème d'escalier, mais en fait, le problème, c'est pas seulement l'escalier, c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui va desservir cet escalier. Et puis là, ça lance, ça lance toute une discussion sur le devenir du bâtiment. Et puis c'est un peu ce genre de mandat pelote de laine où tu tires sur le fil et puis tu as des choses intéressantes qui ressortent, quoi. Et puis il y a cette idée que nous, on peut apporter de remettre en question le programme, trouver quelque chose qui correspond souvent aux valeurs des clients qui sont un peu les mêmes que les nôtres. Les préoccupations sont les mêmes. Et le fait que tu disais que vous avez été beaucoup sollicité médiatiquement dans le milieu pour le projet à Shoshi, ça amène aussi des clients de ce type de mandat. Ouais. Voilà, typiquement, il y a eu cet article dans le 24 heures et je pense qu'on a eu 2 ou 3 personnes qui nous ont contactés. On a une grange, on veut pas la vendre à des promotes. Nous, on veut pas forcément y vivre, mais on veut un truc qui correspond à nos valeurs, qui s'y fasse. Aidez-nous. C'est ça, en fait, qu'on a. Et puis là, du coup, là, on
on sort du mandat de l'architecte SIA 102 parce que on cherche aussi des habitants, habitantes. Enfin, ce qu'on a fait aussi pour Shoshi. Donc, on a aussi créé tout le côté mise en valeur du bâtiment. Dans certains cas, on essaie de mettre en place une coopérative qui est aussi un modèle qu'on défend et duquel on est convaincu de sortir de ce rapport propriétaire-locataire et d'avoir des coopératives d'habitants et de donner, de sortir aussi ces bâtiments du marché spéculatif. C'est aussi ça aussi qui est un enjeu qui nous intéresse. Donc coopératif pour votre bureau, coopératif pour les gens. Ouais, et on habite dans une coopérative. Ouais. Donc c'est un modèle que vous testez vraiment. Ouais, qu'on vit, on va dire. Ouais, vous vivez dans une coopérative à Lausanne. Ouais, on habite dans la coopérative du Bled. Ok. En Plaine du Loup. Plaine du Loup. Ouais. Et du coup, le système... Vous plaît? Ouais, je crois qu'on est enchanté, ouais. Mais vous le vendez, vous pouvez pas dire. Ouais, la coopérative, bon, il y a peut-être un peu... Non, mais je pense que c'est vraiment une manière de se réapproprier le logement et puis aussi d'avoir aussi beaucoup plus en amont dans le processus de projet une discussion entre les utilisateurs et puis les planificateurs comme nous. Et puis ça donne des choses souvent assez intéressantes. Et si on expliquait ce qu'était une coopérative? Une coopérative d'habitants ou une coopérative d'habitation Non, on va dire que c'est une coopérative. Une coopérative, c'est une forme juridique, c'est une personne morale comme une SARL, une SA, où il faut être au moins 7, l'inscrire au registre du commerce, il y a un comité d'au moins 3 personnes, et la différence avec la SA ou la SARL, c'est que chaque membre a une voix indépendamment du capital qu'il ou elle a mis dans le projet. Enfin, il faut au minimum avoir une part sociale. On peut définir la valeur de la part sociale. Dans le cas de notre bureau, c'est 500 francs. Donc chaque personne qui a acheté une part sociale et qui est membre de la coopérative a ensuite une voix à l'Assemblée générale. Ok, ça c'est pour la partie bureau. Pour la partie bureau, mais la même chose pour la partie habitation. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vraiment un format, une personne morale, quoi, dans le code des obligations, je pense qu'il y a association, SARL, SA, coopérative. Oui, et puis l'avantage de la coopérative, c'est que ça te permet dans le système de la construction, de lever du capital plus facilement, puis aller après construire, quoi. Coopérative d'utilité publique. Ouais. Donc là, on doit répondre à un certain nombre de critères dans nos statuts qui fait qu'on peut toucher des aides de l'État pour créer du logement. Et ça passe par du coup vous avez déjà été impliqué dans le processus de la création d'une coopérative ou par exemple la coopérative dans laquelle vous habitez, vous êtes arrivé au moment où elle avait déjà été créée ou c'était déjà établi? Alors dans la coopérative où on vit, c'était déjà établi. Ok. Et puis là, on essaye pour différents projets d'en monter une. Ok. Enfin, d'aider des clients à monter une. Ouais. Moi, j'en ai monté une à Zurich quand j'étais aux études encore. Ouais. Dans le but d'acheter des bâtiments, on n'a pas réussi à trouver de vendeurs, vendeuses qui voulaient nous vendre au-dessous du prix du marché. Et au prix du marché, on pouvait pas... ça marchait pas, quoi, le plan financier. Et donc, on l'a dissoute. Maintenant, elle n'existe plus. Le but, c'était de sortir des biens du marché spéculatif, comme tu disais? Ouais. Le but, au fait, c'était aussi qu'il y ait un répondant à des personnes qui auraient un bien immobilier et qui voudraient justement, ce qu'on rencontre maintenant pas mal, qui ne veulent pas forcément le vendre au plus offrant, mais qui ont plutôt envie de savoir que le bâtiment a une vie et qui est plus vertueux, qui correspond à leurs valeurs. Ok. Et avec maintenant cette expérience que vous avez quand même depuis pas mal d'années, est-ce que vous avez une méthodologie dans vos projets, en termes d'approche, et puis après, par exemple, d'avant-projet, projet exécution? Je pense quand même, par exemple, dans les premières phases d'études de faisabilité, on a quand même... on a une méthodologie, et puis... c'est une phase où on essaye vraiment de beaucoup discuter avec les clients et clientes. Vraiment les encourage à ce moment-là à rêver, à jeter toutes les idées sur la table, et puis c'est vraiment le moment où il faut se laisser toutes les portes ouvertes
pour Beaucoup tout de tester. Et puis, ça prend un peu de temps. Ouais. Et puis, mais c'est idéal. Ouais, je pense qu'il y a deux choses qui sont revenues. Quand même beaucoup de maquettes au début Mhm. et travailler une narration. Souvent, nos premières séances clients, on vient avec des extraits de films. C'est ce que vous nous avez envoyé en partie. Qui racontent de l'habitat, des scènes de la vie qu'on trouve chouettes. Puis on se dit, en fait, nous, dans ce projet, on s'imagine qu'il pourrait se passer une scène comme celle-ci. Et dans le cas de Shoshi spécifiquement, surtout moi, j'ai coécrit une pièce de théâtre qui raconte la vie du projet une fois qu'il sera terminé et qu'on a joué dans différentes granges. Partant du constat que nos outils maquettes, plans, images nous limitaient pour raconter toute une dimension sociale et humaine du projet qu'on n'arrivait pas à transmettre aux personnes juste avec ces médias-là. Donc le théâtre, c'était aussi une envie d'expérimenter un nouveau moyen de communiquer un projet avec une partie beaucoup plus vivante et narrative Et cette pièce, vous l'avez imaginée un peu comme une simulation, on va dire, de la réalité probable, où il y avait une narration un peu plus poétique ou interprétation. Moi, je suis allé vers une metteuse en scène. On avait gagné un prix, donc avec le projet assez tôt, on a gagné un prix. Et puis une partie de ce prix nous ont dit c'est bien de faire rayonner le projet dans la région et de le communiquer. Puis après, on devait justifier comment on allait dépenser cet argent. Puis nous on a dit on pourrait mettre 10 000 balles dans un projet de pièce de théâtre. Et je suis allé voir une metteuse en scène, Stella Giuliani. Puis je lui ai dit voilà, ça, c'est un peu ma vision, notre vision. Et ensuite, ensemble, on a coécrit la pièce. Et il y a encore un écrivain, Alexis Rim, qui est venu pour aussi qu'il y ait de la substance, quoi. Si c'est juste la vie quotidienne puis qu'il se passe rien, évidemment que la pièce sera pas intéressante. Mais l'idée, c'était de dire, on se projette dans un futur proche. On l'a écrit en 2019, donc on s'imaginait 2025 par là. Il y a eu un changement radical dans le monde et on doit vivre différemment, on doit être plus solidaire. Et du coup, la cohabitation est une manière de réduire un peu son empreinte et aussi d'avoir une vie plus solidaire. C'était une pièce d'anticipation, en fait. C'était ça l'idée, ouais. Donc le Covid, est-ce que ça a été dans tes scénarios de bouleversement, ça faisait partie ou... En fait, on l'a écrite avant le Covid. Ouais, justement. On l'a jouée été 2020. Ah, ok. Ouais. Donc, pendant le premier confinement, on était là... à un moment, on avait même un peu les boules. On était là, mais en fait, ce qu'on raconte là, c'est ce qui nous arrive. Ouais. Mais ça a juste donné encore plus de pertinence à la pièce. Ouais. Et qui jouait ? Alors, c'était une troupe d'amateurs, d'amateuristes qui venaient. Au fait, je les ai rencontrés parce qu'il y a à La Chaux, sur Cossonay, il y a un festival qui s'appelle le Festival des Granges, qui est un festival de théâtre amateur. Et je suis allé voir une pièce là-bas qui se jouait dans une grange. Et je me suis dit, mais en fait, on pourrait traiter le sujet de la grange dans la pièce au lieu juste de jouer une pièce qui parle un Molière ou n'importe quoi dans la grange, mais dire, mais en fait, le lieu pourrait aussi devenir... le décor. Le décor peut devenir le lieu et le sujet de la pièce. Oh, mais c'est cool. Et une personne en soi. Quasiment une personne en soi, le décor. Voilà. Un protagoniste. Ouais. Un acteur. C'est vrai que quand tu parlais il y a quelques minutes justement de montrer des éléments visuels à des clients ou à des personnes avec qui tu discutes, films, scènes de film, pièces de théâtre ou texte. Est-ce que c'est pour établir un vocabulaire commun ou c'est simplement une manière de le raconter sans forcément se mettre sur la même longueur d'onde? Je sais pas si tu vois ce que... Mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que le film, c'est hyper direct.
on a beaucoup de clients, ils ont de la peine avec nos plans. La maquette, ils arrivent déjà un peu mieux. Mais le film, ça réveille des imaginaires, ça fait rêver. C'est beaucoup plus. Ouais, je pense qu'il y a l'idée de poser une base commune, de se dire, est-ce que. C'est ce dont on parle. Voilà, Oui, ça, c'est ce dont on parle. Ouais. Tu vois, quand tu demandes qu'est-ce que c'est une coopérative, voilà, on l'explique, etc. Ouais. Et puis, mais ça te donne pas, ça te donne aucune idée de comment tu le vis en fait. Et voir des exemples par l'image et le film, ça permet aux gens d'intérioriser ça beaucoup plus facilement. Et puis d'avoir un univers de référence commun aussi. J'avais justement parlé des références. Du coup, vous avez une sorte de bibliothèque. Ouais, c'est ça. De film pour vous qui, genre, vous allez piocher dedans, tac, tac, tac. Il y a les mêmes. Bon, on l'a fait 3 fois en tout, je crois. On n'a pas fait non plus des dizaines de projets. Hein. Ouais, mais 3 projets, c'est beaucoup de narration fois, déjà. Ouais. Et puis, il y en a qui reviennent, il y en a des nouveaux. Là, dans le dernier projet, il y avait un nouvel extrait d'un nouveau film. Gardien de la Galaxie. Marvel. Non, il y en a qui reviennent. Ce qu'il y a aussi qu'on a fait là avec pour Shoshi, puis maintenant pour un nouveau projet avec les mêmes clientes, c'est d'aller visiter des lieux aussi ensemble. Et ça aide beaucoup aussi d'aller voir des lieux, de rencontrer les gens qui y vivent, de leur parler, de leur demander comment c'est de vivre comme ça. Et... En fait, j'ai l'impression que Shoshi, c'est un peu le prototype que vous avez eu beaucoup mis de temps enfin, votre prototype à vous, hein. Vous avez beaucoup mis de temps, j'ai l'impression, à le mettre en place, à le transmettre, à le vendre, à le faire rayonner, à communiquer. Et maintenant, pour vous, ça va être plus facile finalement de communiquer, de trouver des gens convaincus, parce que ça s'est créé. Il y a des témoignages qui peuvent maintenant être extraits de cette aventure, etc. Pour vous, c'est un élément important maintenant, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, mais l'idée, c'est pas non plus de faire des copier-coller. Donc, non, bien sûr. Mais il y a un changement de dynamique. Oui, il y a un changement de dynamique, mais... oui, mais je pense que le changement de dynamique, c'est bien aussi qu'on a gagné en crédibilité. Parce que c'est vrai, il y a quelques années, on était juste 2 étudiants qui avaient des idées et du papier. En fait, il y a plein de choses qui se sont mises ensemble. La crédibilité, que vous puissiez arriver au bout d'un projet de cette envergure, que le système a l'air de fonctionner et qu'il y a des gens convaincus. Je pense qu'il y a 3, enfin, même plus. Et après, il faut piocher là-dedans chez le client. Qu'est-ce qui résonne le plus? Toi, comme tu disais, c'était l'image d'une pelote de laine que genre tu tires un fil, puis après... Tu sors. Mais je pense que justement, maintenant, il faut voir. Je pense qu'on ne peut pas faire exactement la même chose pour les autres clients. Puis il y aura toujours un élément qui va être plus adapté au projet, puis qu'on va devoir de nouveau. Des fois, ça nous fait un peu peur. De nouveau, investir beaucoup de temps à mettre en place le modèle, parce que ce ne sera pas tout à fait la même chose que le précédent. Parce que chaque projet arrive avec son histoire, et puis du coup. Nous, on pense qu'il y a vraiment un modèle qui va s'adapter à ce projet-là. Et puis, il y aura quelque chose à découvrir, un groupe à animer. Voilà. Ça serait cool d'ailleurs qu'on présente, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, qu'on présente les médias du projet. Et juste avant ça, pour être clair, donc il a débuté en quelle année? Alors, je ne sais pas si vous avez lu dans le tracé. Mais c'est une longue histoire. Je crois 2004 ou 2003, il y a un architecte que ma maman et ma tante connaissaient qui avait fait un projet de 3 logements super classiques. Et là, les taux étaient hauts et ça ne s'est pas fait parce que c'était pas vraiment rentable. Et la banque avait juste dit c'est des trop grands appartements par rapport à la localisation de l'emplacement du projet. Du coup, c'était des appartements plutôt un peu luxueux, alors que c'était pas un spot avec vue sur le lac de rêve. Après mon bachelor, au lieu de faire un stage, je m'y étais remis avec 2 amis de Zurich. Et là, on avait fait ce projet de 4 appartements. Et là, on avait déjà été bloqué pour cette histoire. En fait, la commune devait changer son règlement. Puis, c'était un peu... c'était pas des choses que nous, on contrôlait. Mais aussi, moi, j'étais pas hyper satisfait non plus du projet parce qu'on
cloisonné complètement cette grange. Et 2017, on l'a repris, on a dessiné du coup le projet comme il est maintenant. On a bossé dessus plus ou moins à fond jusqu'au printemps 2018. Après, il y a eu un peu des moments où on rebossait un peu dessus, mais on faisait d'autres choses à côté. Et vraiment, il a repris 2020. Été 2020. Donc 2 ans de pause. Oui, parce qu'en fait, il y avait une histoire de règlement communal qui changeait et qui nous impactait pas vraiment, mais qui gelait toute nouvelle demande de permis de construire sur la commune. Donc, nous, on pouvait rien faire. Ça, on l'a connaît. connu. Ça dure long, ces processus de mise à jour de... Oui, parce qu'il y a eu voilà, il y surtout avait un habitant qui se sentait lésé parce qu'il y avait une zone réserve tout autour du bourg et donc il a fait recours. Donc voilà, ça a pris encore une année supplémentaire. Donc on a fini à 2 ans, 2 ans dans les dents, quoi. Ouais, nous, on a eu des projets aussi, canton de Vaud, Rolle, etc. Et puis, en fait, ils avaient tous l'obligation de mettre à jour le règlement communal en 2017 ou 2016, je crois. Bah après la nouvelle latte, au fait. Ouais, c'est ça, après la nouvelle latte. Et c'est vrai que ça a bloqué énormément de projets. Et puis à chaque fois, ils étaient non, mais on signe, il y a le conseil municipal, on signe dans 1 mois, vous inquiétez pas, ça sera publié dans 6. Puis en fait, ça repousse, il y a des recours et tout ça. Ça, c'était assez compliqué. Ouais, bah, on a connu ça. Mais ce qui était aussi une opportunité pour améliorer le projet. Enfin, je pense que si on l'avait tout de suite fait, ce serait vraiment pas le même projet que maintenant. Est-ce qu'il y a des preuves ou pas? Bah, il y a eu quand même 2 grands changements qu'on a fait. On était dans de l'isolation intérieure et tout béton, au fait. Structure béton, dalle béton. Ok. Et, donc radicalement... Et après, il y a eu des étés chauds. Et du coup, on s'est dit, on veut garder l'inertie thermique. Donc, on sacrifie un peu la façade qu'on voulait préserver pour avoir cette fraîcheur dedans. Et puis aussi tout le débat autour du béton auquel on n'était pas hyper sensibilisé juste après nos études. Pas du tout. Et qu'on s'est dit, mais en fait, c'est pas nécessaire de tout faire en béton, on peut très bien faire... mais ça, on y reviendra un peu, je presse, aussi, par rapport au labo, au théma, etc., à la sensibilisation des étudiants premièrement au cycle du béton, et puis après le réemploi, réutilisation, etc. Bref, trouver une autre manière d'apprendre les matériaux. Pas comme il y a 40 ans. Est-ce que vous voulez, je vous laisse les photos? Comme ça, vous voulez nous raconter un peu? En gros... oui. Donc là, ils voient ça... Ils vont bientôt voir ça, ouais. Bientôt voir ça. Ah non, attendez. Je vais juste mettre le recopier à l'écran. Non, ça marche, non? Ou pas? Nico? Non. Bon, bah, zoom sur eux, j'arrive. Ah voilà, c'est bon. C'est bon? Je crois. Ouais, c'est tout bon. Donc voilà, là vous voyez la grange dans l'état dans lequel on l'a récupérée en 2017. Donc c'était une grange qui était une ancienne grange à foin avec des étables pour les vaches au rez-de-chaussée. Et il y avait juste ce petit appartement qu'on peut voir avec les volets verts, qui était une sorte de boîte en Sagex qui avait été construit au-dessus d'une des ailes de l'étable. Mais pour le reste, dans toute la partie supérieure, c'était un grand volume vide. Au-dessus de l'appartement, il n'y a rien. Ouais, il n'y avait rien, c'était vraiment pour le stockage du foin. On aurait pu montrer une photo intérieure, mais c'était vraiment cette immense charpente, un énorme volume en fait. Et c'est ça qui nous a... On voulait pas perdre cette qualité architecturale en fait, parce qu'il y a eu un effort énorme qui a été mis à l'époque dedans. C'était des arbres entiers qu'on utilisait pour garder ce grand espace continu. Et quand on a fait le projet de 4 appartements, on faisait plein de petits espaces de ce grand espace. C'est ça qu'on... Puis ça sectionnait la charpente à chaque étage, et puis pour finir, on la lisait plus. Et donc là, on voit assez bien la structure. Donc au rez-de-chaussée, au premier, il y a cet espace traversant qui était là où le foin était amené, avec sur les 2 côtés des étables à vaches. Et on a repris cette structure dans les espaces. On monte et après au 2e étage sous le toit on tourne la structure de 90 degrés, et ce qu'on voit dans la coupe c'est que il y a toute la hauteur, toute la profondeur et toute la largeur qui sont encore perceptibles dans le bâtiment. Peut-être ce qui est intéressant, c'est aussi vraiment comme on l'a présenté aux maîtresses d'ouvrage,
cette typologie de cluster, c'était que c'était une Mhm. typologie qui permettait vraiment de garder l'existant et de garder principalement cette charpente, et puis que vraiment elle découlait du bâtiment qui était vraiment là, quoi. Et donc en bleu, c'est les espaces de vie, les unités. Voilà, En rose, les espaces communs. exactement. Et quand on est dans les commandes, donc la perception de tous les communs sur tous les étages. Ouais, Voilà. on Dans va les sur deux sens. Sur les images, on le voit après. Et ce qu'il y avait aussi, il y avait quand même un enjeu de lumière, au fait, parce que c'est un bâtiment assez profond qui a Ouais. un côté mitoyen. Puis c'était difficile d'amener de la lumière au fond et pas d'avoir des espaces trop sombres. Ce qui est un peu toujours le problème avec ces granges. Vous inquiétez pas. C'est- Et puis là, du coup, on voit toute la parcelle. Et là, il y avait aussi un enjeu de paysage assez important, de valoriser tout un jardin qui était une friche. Et là, on a aussi travaillé, parce que le bâtiment à côté qui est assuré en gris, là, il y a Ouais. 4 appartements où on a aussi fait des petites transformations. Et l'idée, c'est que le jardin appartienne aux À tout le 4 monde. appartements et à, À la cette, coopérative. Enfin, au cluster. à ce cluster, exactement, ouais, cette cohabitation. Vous le catégorisez comme cluster ou pas vraiment? C'est une nouvelle typologie. c'est la typologie, le nom, c'est appartement de type cluster. Ok. Depuis le Covid, c'est un mot qui est difficile, donc moi j'aime bien dire habitat C'est vrai que On dit habitat partagé, ça fait le souvent. rapprochement. Bah nous on l'a fait quand, juste après, c'était un avec peu la difficile pièce- de parler la de pièce de cluster. théâtre, Les gens, c'était un trigger, les gens ils bloquaient tout de suite. Donc on utilise habitat partagé, Ouais. cohabitation. J'aime pas le terme communauté, c'est un terme qu'on essaie aussi un peu d'éviter, qui a aussi un peu des fois presque une connotation péjorative. Donc Ça, c'était une plutôt- crainte qu'on avait au début, c'était que les autorités le bloquent sur le côté, c'est pas des appartements, c'est une communauté, Ok. ça va être avec un gourou. Enfin, que très vite, dans cette petite municipalité, mais ça évoque certaines choses, mais pour finir, de ce côté-là, ça a été plutôt bien accepté. Et c'est quoi la manière dont vous préférez le définir, cette manière d'habiter? Habitat partagé de type cluster, c'est bien. C'est Moi, je dis plutôt habitat partagé. Ouais. Ou une grande colocation. grande coloc. Ouais. Ou colloque pour grand. Je blague. Ça peut aussi, ouais. Donc là, on voit de dehors. Donc le jardin, il est bien plus vert déjà maintenant. Et on va faire les photos des extérieurs quand il aura encore un peu poussé. Mhm. Peut-être une particularité, c'est qu'on essayait d'amener et d'enlever le moins de matériaux possible. Donc, vu qu'on a quand même fait pas mal d'ouvertures, il y avait toutes ces pierres qu'on récupérait. Donc, on en a fait des murs en gabion pour un peu protéger le jardin du bruit de la route et créer des espaces de biodiversité dedans. Et on voit à droite donc, ces 4 appartements qui, au fait, font aussi partie du projet, mais qu'on met moins en avant. Et, Parce que l'élément singulier dans ça, c'est la grange. oui, puis surtout, on n'a pas encore fini à côté, on est encore en travaux. Ok. Ça ne se voit pas. Donc, on va. Je pense que tout l'enjeu, c'était aussi au niveau de... Bah voilà, il y avait dans ce projet, il y avait le mandat pour la grange Ouais. qu'on nous a donné. C'était OK pour faire un habitat partagé, mais vous avez la responsabilité de faire en sorte que pour nous, maîtresses d'ouvrage, ce soit pas plus compliqué que si c'était 4 appartements standards. Donc il y avait aussi, on avait aussi la charge dans notre mandat de trouver en quelque sorte des habitants, trouver quelqu'un qui allait gérer ce projet, puis dans le trouver les habitants, il y avait aussi réaliser un peu la cohésion de groupe entre les deux bâtiments. C'était un peu des entretiens d'embauche, ce genre des non, enfin... c'était plutôt... on a animé pendant 2 ans, en tout cas, un processus de formation d'un groupe d'habitants. On a commencé par une grande présentation, un peu comme ça, on a lancé comme une bouteille à la mer. Il y avait une 50aine de personnes qui sont venues, et puis après, on animait tous les mois ou tous les 2 mois des rencontres entre les gens qui étaient potentiellement intéressés à y vivre, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe qui se cristallise. Et puis, qui a donné le groupe d'habitants qui habitent maintenant, qui a été complété par 1 ou 2 foyers. Mais il y avait un noyau qui s'est formé au bout de quelques mois. Voilà, ça c'est... Est-ce que c'est compliqué de
proposer ce projet-là, des gens qui sont extérieurs à votre cercle, dans le sens où, tu vois, quand c'est ton cercle, tu partages un peu les mêmes valeurs, ils te connaissent, ils suivent ton parcours, etc. Est-ce que ce projet-là, ça a été simple? Là, ça a été Simple. c'était déjà compliqué. Ouais. Enfin, donc les maîtresses d'ouvrage, c'est ma tante et ma maman, Ouais. qui, elles, moi j'ai grandi dans une autre ferme un peu plus loin dans le village avec ma soeur et ma maman, et très proche de ma tante, mon oncle et de mes cousins, où il y avait un peu quand même une vie commune, mais quand même deux logements distincts, mais qui sont quand même assez proches. Et même elles, ça a été difficile de les convaincre au début. Parce qu'elles voyaient d'abord tout ce qui était compliqué et pas ce que ça apporte. Alors maintenant, elles sont convaincues. Et puis maintenant, on n'a pas encore eu besoin de convaincre des gens vraiment de manière poussée de refaire ça depuis. Non, mais je dis pas forcément de le faire, mais d'y habiter. Mais je pense que on a de nouveau là le Covid, ça a complètement changé la dynamique. Et il y a eu en fait cette prise de conscience que vivre chacun de son côté, c'est pas forcément chouette dans les périodes de crise. Tout le Une monde veut envie de aller, retour à la jardin. nature, Ouais. comme il l'évoque. Modernisme. Et puis habiter aussi dans des bâtiments qui sont plus durables. Ouais. Donc la conjonction de ces trois éléments, ça fait que quand on a présenté le projet publiquement, il y avait quand même Beaucoup de gens intéressés. un certain engouement. Ouais. Parce que l'objectif aussi, c'est pas de... Enfin, j'imagine, c'est des gens qui sont de la région, des gens qui sont... Ouais, Lausanne, Ouais. Morges, ouais. Parce que le but, c'est pas de convaincre quelqu'un, parce qu'il y en a 3 en Suisse et qu'il faut du coup le faire venir de je sais pas où. Non, mais je pense qu'il y a un vrai public Non, pour non, ça. justement, pour ça. mais c'est- Moi, je veux c'est- dire, ma tante en Valais, elle cherche ça depuis longtemps. Je pense qu'il y a vraiment un public pour ça. Non, il y Ce a que un je trouve public pour cool ça. quand même, c'est que le jardin, il soit encore partagé avec un autre édifice. Je trouve que c'est vraiment comme s'il y avait encore une couche supplémentaire de partage, de mise en commun, qui fait qu'on a un grand jardin et pas une séparation avec une haie. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir cette autre échelle dans ce projet qui se partage. C'est vraiment... Voilà, je vous laisse continuer la présentation. Merci. Donc là, on voit l'espace qu'on disait, donc là où on amenait le foin avec les mangeoires sur les deux côtés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu garder un socle minéral, et puis ensuite il rencontre la charpente qui vient d'en bas. Donc je sais pas si on me voit, mais ça fait comme ça, structurellement. Et du coup, on a bétonné les poteaux jusqu'aux poutres, qu'on a rempli ensuite les cadres avec de la brique adobe, avec de la terre crue qu'on a pris sur place. On a organisé des chantiers participatifs pour le faire. Et à partir du premier, tout est en structure bois. Et on voit vraiment qu'en fait, la structure nous a donné le plan. Mhm. Et puis, ça c'est ensuite à l'étage suivant, on a chaque étage a un espace partagé. Donc au premier, c'est la cuisine, qui est aussi à côté de l'entrée principale du bâtiment. Donc l'idée c'était aussi de dire, voilà, tu rentres dans le bâtiment, tu croises tes colocs à la cuisine. Enfin, c'est vraiment un lieu d'échange et de rencontre à l'entrée du bâtiment. Là, on voit bien la couture entre le haut en bois avec les poteaux de la charpente existante qui rencontrent les poteaux neufs en béton. La cuisine, c'est quelque chose où on a travaillé avec des menuisiers qui ont tout fait avec du réemploi, la majorité. Donc ça, c'est Atelier Mopa et Yab de Ariel, qui est un peu une spin-off de Dreyer Frenzel, ou je sais pas, mais qui cherche un peu à faire en fait, il cherche à faire, comment ils appellent ça, une entreprise générale éthique. Je crois que c'est ça le projet. Puis du coup, on a réussi à les motiver à essayer de faire une cuisine qui a les caractéristiques d'une cuisine neuve avec des éléments récupérés. Y compris l'électroménager ? La moitié de l'électroménager, c'est du réemploi. Je pense qu'on a de la chance en Suisse, parce qu'il y a des gens qui changent de cuisine tous les 5 ans. Et donc, ouais, Genève, c'est tous les il y a ans. du stuff. De blague. Ouais, non, mais tu trouves des cuisines de super bonne qualité qui vient de chez nous. Que les gens jettent. Oui, c'est vrai.
Voilà, là on a les deux derniers espaces communs, donc un salon et puis une mezzanine, qui sont sous cette charpente et puis où on peut vraiment profiter de l'agrément que ça nous apporte. Et tout en haut de la mezzanine. Du coup, une baignoire dans l'espace commun, Sujet à beaucoup de débats. j'imagine. Ouais, Alors bah, il y avait. Enfin, on s'est toujours dit, dans les unités, on met des petites douches assez simples. Qui sont... Et puis, on s'est dit, c'est chouette, quand on vit comme ça, d'avoir des petits luxes qu'on peut peut-être pas se permettre quand on est seul. Et là, l'idée, c'était d'avoir un lieu un peu plus dédié aux soins. Et on a mis la baignoire pour un peu impulser cette envie. Les habitants, je crois qu'ils ne sont pas encore tant appropriés que ça, mais bon, il n'y a eu que l'été jusqu'à maintenant. Moi, je pense que c'est plutôt en hiver que je l'utiliserai. En tout cas, moi, c'est en hiver que je prends des bains, pas en été. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Je pense qu'il y a aussi l'idée qu'on avait envie de tester un peu, dans un projet où tu partages l'espace, tester un peu les limites de l'intimité. Ce qui peut donner aussi des choses intéressantes. Enfin, moi, je trouverais cool de me baigner là un soir d'hiver pendant que mes colocs ils regardent quelque chose sur le beamer et puis de pouvoir suivre le film aussi. Ensuite, voilà, ça impulse des discussions sur le rapport au corps, la nudité, etc. Donc, on va voir comment ça évolue. Bon, de toute façon, ouais. Est-ce qu'il y a des habitants qui ont des enfants? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Parce que chaque Malheureusement. logement a des douches. Hein. Chaque logement a une salle de bain, ouais. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Donc si par exemple il y avait un habitant avec un enfant, ça aurait été sur une utilisation certaine. C'est la seule On peut part du imaginer projet, que donc, c'est possible. L'idée, c'est un c'était peu- vraiment que le projet, c'est qu'il y ait politique, une ça. diversité de... grosso modo, les différentes unités, elles vont de 1,5 pièce, équivalent 1,5 pièce à 3 pièces. Donc l'idée, c'est de pouvoir accommoder différents types de foyers, que ce soit des personnes seules, des couples, des petites familles de 3 personnes. Vous parliez d'avoir peur du mot communauté, mais c'est vrai que le gourou qui se baigne là-haut pendant que ses disciples sont en bas, ça peut être, ça peut être pas mal. Je pense qu'on a visité aussi pas mal d'écolieux, par exemple, Ouais. on pourrait les dire. Et puis c'est vrai qu'on a visité un ou deux où il y avait une personne source du projet qui était vraiment toxique parce qu'il essayait qui vendait son projet comme étant coopératif, horizontal, etc. Mais en fait, il n'y avait que lui qui avait le droit d'impulser des idées. Et on a vu ça, que ça existe aussi, ces projets. Et puis, nous, on a toujours essayé de... Bon, pardon de te couper. Vas-y. Non, nous, on a toujours essayé de... il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que ça, c'est pas une coopérative. Ouais. Donc, ça reste un bien en location. Donc, il y a quand même un lien de loueur et puis de propriétaire. Mais l'idée, c'était quand même d'instaurer un climat, quand on faisait du travail en groupe, où chacun se sentait libre de pouvoir donner son avis. Et puis, Et surtout que ce que je voulais dire, c'est que l'impulsion, elle vient pas d'une personne qui y habite. C'est ça aussi, je pense, qui est aussi cool. C'est que tu peux, en tant qu'architecte, insuffler une proposition qui plaira à des gens et dans lequel ils pourront se sentir bien et qui feront. Et puis, au moins, il n'y a pas le gourou au milieu qui, justement, dit « Non, mais je l'avais pensé comme ça, je l'avais imaginé comme ça. » Mais j'ai justement une question. À quel moment du projet vous cristallisez le groupe de personnes? disons que la première rencontre publique, on l'a fait juste avant le début du gros œuvre. Et puis, ça s'est cristallisé, je dirais, 8 mois, un an après, quoi. Donc il n'y a pas eu d'implication des futurs locataires pour la typologie ou des modifications? Typologie, non. Ça, Des Ah, petits trucs, on des leur petits demandait leur trucs. avis. Ok. Ouais, mais c'est pas Mais une c'est un coopérative, on avis- était- c'est ça. c'est un avis ouais, voilà, consultatif, on était très leur- clair était là-dessus. clair, Oui. c'est nous qui aurons le dernier mot, mais nous, ça nous intéresse comment vous vous projetez. Ouais, justement, comme vous avez quand même cherché assez tôt les gens, c'est pour ça que je voulais savoir. Ouais. Mais c'est peut-être pas une c'était un peu coopérative. trop tôt. Hein, peut-être. Je pense que si je Ouais. le ferais, je le ferais plus tard. Ouais. Parce que c'est long aussi pour nous et pour elle et eux de se projeter, d'attendre. Et du coup, il y a des grosses attentes aussi, parce qu'il y en a, ça fait longtemps maintenant qu'ils Qui sont dans le se dans la boucle. projettent là-dedans. Et
Bon, ensuite, nous, dans la coopérative où on vit, les gens, ils attendent la fin du projet. On a emménagé en mai, là. Mais il y en a, ils étaient dans le projet depuis 6 ans. Donc là, on est quand même sur des délais beaucoup plus courts. On est sur des... Mais c'est une coopérative. C'est une coopérative. Tu peux décider d'où tu vas habiter. C'est un peu la différence aussi du système. Bah oui, mais je pense que ce qu'on proposait là, justement, puis je pense que c'est l'avantage par rapport à une coopérative, c'est que c'est une solution plus clé en main. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui investit, puis qui te propose d'avoir voilà, ce type de cluster que tu trouves souvent dans les coopératives, mais sans avoir l'investissement en temps ni en argent que tu aurais dans une coopérative. Et puis aussi, je pense que si tu es extérieurement de la coopérative, ça te fait peur de t'engager, parfois aussi. Aussi, et puis ça dépend. Si c'est des personnes qui sont plus mobiles, elles n'ont pas forcément envie de se poser dans Parce que là, c'est un bail normal, en fait. Tu as ton préavis, tu peux trouver un locataire après. Ouais. Alors on est retombé sur cette solution-là, même si c'était pas la solution qu'on avait imaginée au départ. Ouais. Au départ, on voulait plutôt une solution de type, les propriétaires louent le bien à une association qui s'occupe de s'autogérer en interne. Il y a c'est nul ce que j'allais dire. C'est pas grave, j'ai une question. Tu disais donc le projet il a été abandonné une première fois quand il était un peu trop cher, donc le premier architecte qui avait été engagé. Là, vous avez un projet donc, qui, à mon avis, tombé dans un bon moment pour les taux hypothécaires. Et en plus, vous avez travaillé apparemment avec beaucoup de reuse. Est-ce que vous avez réussi à réduire un peu les coûts, tomber dans une rentabilité correcte? Parce qu'on peut remontrer les médias, Nico. Peut-être la photo, quand c'est vide au début, on a vu la grange de l'extérieur, elle paraissait encore assez saine, mais quand on voit les coupes constructives ou quand on voit les photos de chantier, c'est un énorme projet de, j'allais dire, transformation, c'est pas de la rénovation. La coupe, tu peux laisser la coupe. Hein. La coupe constructive. Parce qu'en fait, la coupe... Tu cherchais la photo Moi, je cherchais la photo. je pense que vous l'avez pas. Vide. Ouais. Peut-être qu'elle est encore sous format PDF. Il faut juste que... Mais c'est pas grave. Mais la coupe constructive, elle est quand même... elle est explicite, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments rouges. Rouges. On coupe là où... On coupe évidemment là où on traverse, où on transforme le plus. Parce si tu fais la coupe 1 mètre plus loin, t'as juste un grand mur gris. Voilà. Moins intéressant. Il y a quand même l'isolation dessus et tout ça. L'isolation, ouais. Mais c'est quand même... Oui, c'est de la rénovation lourde. Je pense, économiquement, ça aurait été moins cher de raser et de reconstruire. Enfin, ça, c'est assez... Il n'y a pas trop de doute là-dessus, je pense. Raser pour reconstruire d'une manière... classique, on va dire. Oui, tu aurais fait béton iso-périphérique et puis crépi. Mais je pense que si tu veux partir dans une logique beaucoup plus responsable, ça aurait pas coûté moins cher, je pense, de raser et de reconstruire. Je sais pas si tu fais un truc en bois... une telle charpente. Pas une charpente comme ça, mais si tu fais le même volume en bois, je sais pas, de toute façon on l'a pas testé, on n'avait pas le choix. C'était un bâtiment protégé. C'est jamais entré dans le... Pardon. Non, il était en note 4, donc on devait garder le volume existant. Le règlement communal disait on n'avait pas le droit de raser. 4. Alors de toute façon, ça se posait pas comme question. Parce que j'allais vous poser la question justement, est-ce que dans les étapes depuis 2006, au moins on s'est posé la question de savoir s'il fallait raser et reconstruire. Mais si tu peux pas l'enlever, c'est clair que la question ne peut pas se poser. Ouais. On ne se l'est pas trop posé, cette question. Bon, ça, architecturalement, je pense au niveau de la rentabilité, ce qui était un avantage, c'est que les propriétaires ne prenaient pas en compte la valeur du terrain dans le calcul de rentabilité, parce qu'elles ont ça depuis des années, et puis c'est un terrain qui était là, mais qui rapportait rien, qui coûtait rien non plus. Et du coup, c'était juste coût des travaux, loyer, et puis il n'y avait pas d'investissement d'acheter un terrain ou un rendement espéré sur le terrain. Mais donc, comme ça, on a une rentabilité qui est tout à fait correcte.
toute façon, si la banque a suivi, c'est que c'était bon. C'est intéressant de voir que dans les nouveaux projets qui rentrent, souvent le prix du terrain, ou en tout cas du bien de base au prix du marché, souvent bloque l'avancée des projets. Et Même puis si c'est des choses qui sont à eux. Justement, ça marche mieux si c'est des choses qui sont déjà dans le patrimoine des clients depuis longtemps. Parce qu'on a aussi on a des clients qui viennent avec j'ai cette grange, etc. Puis il y en a qui disaient j'aimerais acheter cette grange ou j'aimerais lancer un projet de coopérative là et puis acheter. Et souvent, ces projets-là, si pour les faire marcher, il faut que le vendeur fasse peut-être une petite concession au niveau du prix. Est-ce qu'il y a des vendeurs ou des propriétaires fonciers institutionnels qui sont prêts à faire des efforts pour des projets ambitieux comme ça ? Vous en avez rencontré ? Des institutionnels, ça je sais pas, mais on en connaît personnellement des propriétaires pas des gens chez qui nous on a fait des projets, mais qui ont dit moi j'ai un bien à vendre, dont je veux me séparer. J'aimerais que ce soit un projet idéal qui correspond à mes valeurs, qui prennent place, et je suis prêt à faire un geste sur le prix si je trouve un groupe qui est prêt à s'engager à faire un projet bien. Voilà. C'est ce qu'on avait dit au début, on avait parlé. Ouais. Et moi j'ai une question qui n'a rien à voir. Du coup, chèvre et poulet. Pour les photos de Nora Roup, c'est quoi l'idée derrière ? Je peux commencer, vas-y. Complète. Je pense que l'idée c'était qu'on voulait à la base pas avoir les photos un peu froides, des espaces vides et nus. Et on lui a demandé de nous proposer un petit twist, quelque chose qui permettait d'animer les images sans pour autant que ça prenne trop le dessus sur l'espace. En fait, c'était quand même ça qu'on voulait montrer en premier lieu. Et elle nous a proposé de travailler avec des animaux, avec Shanju, qui est spécialisé dans c'est une compagnie de théâtre qui est spécialisée dans les mises en scène avec des animaux de ferme. Et ça faisait aussi un écho, je pense, au fait qu'on essaye de construire pour les humains, mais on prend en compte tout un système qu'il y a autour, et puis on essaye de faire quelque chose qui n'impacte pas négativement le reste du vivant, dont les animaux, et puis toute la biodiversité qu'il y a autour du projet. Et puis c'est un bâtiment qui a été construit pour les animaux à la base, et qui maintenant est habité par des humains, et puis on trouvait mais c'était surtout c'est vraiment Nora qui est venue avec cette proposition de dire mais à Shanju ils sont top, on pourrait faire un truc avec eux, et nous ça nous a emballé quoi. Est-ce que vous avez eu un book où vous pouviez choisir un book pour un book? Vous vous dites non mais lui je l'aime bien, lui il a une bonne tête. Non. C'est eux qui ont discuté un peu avec Nora aussi de quels animaux faisaient sens d'amener et lesquels pas, et ils en ont beaucoup plus que ce que elles ont amené. Le jour où on a fait les photos, c'était épique. Ils ont quand même débarqué avec une ménagerie entière. Donc, c'est le zoo qui arrive au village. Ouais. Trop bien. Et peut-être pour rebondir sur le fait que on a transformé le bâtiment d'un bâtiment qui a été conçu pour les animaux à pour les humains. C'est ce qui explique aussi beaucoup le rouge sur les coupes, en quelque sorte. T'as quand même ce changement d'affectation radicale. Bien sûr. Et des besoins en plus, quoi. Qui a joué Jésus dans le truc? Moi, j'avais une question. Vous allez retourner pour les aménagements paysagers, faire des photos, quand ça aura pris un peu la vie aura pris. Est-ce que vous allez le faire une fois que ça sera habité aussi pour l'intérieur? C'est meublé, ouais. Oui, ça on aimerait, ouais. En fait, c'était aussi ça l'idée. Nous, on s'est dit, maintenant c'est une occasion unique de le photographier vide. Il ne sera plus jamais vide, ce bâtiment, parce que je pense que jamais que tous les locataires vont partir d'une fois. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on saisisse cette opportunité pour en faire quelque chose. Et aussi, nous, on connaît un peu Michel Bonvin qui fait des super photos de bâtiments habités. Puis on en a déjà un peu discuté avec lui. Puis on s'est dit, dans une année ou deux, quand il sera bien habité, peut-être qu'on fera une série
avec Michel aussi pour avoir un autre point de vue. Et ça, vous voulez les faire pour vous ou vous voulez les faire pour communiquer? Les deux, je pense. Les deux, je pense, ouais. Ça me fait penser, quand tu parles de Michel, les photos qu'il avait fait pour la Grange en France, tu sais, où ils sont Oui, en coloc. Pour un bureau. collectif Encore Heureux. Ouais. Non, pas encore. collective, encore. Encore, pardon. Anna Schafter. Anna Schafter. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Il y a aussi cette idée de... En fait, je sais pas le projet, Oui, mais... ouais, c'est une maison privée où elle vit et travaille avec sa famille, je crois. Ouais. Je connais pas les détails. Ouais, Mais c'est lui, ça. ce qu'il nous a raconté, c'est qu'ils ont fait les photos aussi bien après la fin du projet, et que c'est ça qui est chouette, au fait. Lui, c'est comme ça qu'il travaille, et de venir plutôt Ouais. tard dans le projet, et que c'est là que c'est le plus intéressant. Du coup, quand tu as parlé de Michel, j'ai pensé à ces photos-là et je me suis dit, ah, c'est ça aussi qui vous pousserait à... Bah, c'est Michel qui a fait ces photos. Ouais, non, mais je sais. Ouais. Mais je veux dire, la vision qu'il a dans ce projet, c'est celle qu'il pourrait retrouver dans celui-ci. Différente, mais Je pense c'est un qu'il bon faut- choix. Il faut vraiment attendre parce que nous, déjà, depuis 3 mois que c'est habité, on sent une évolution dans la dynamique entre les habitants, aussi au niveau de l'ameublement, il y a des choses qui bougent et puis qui se mettent en place. C'est assez fascinant, quoi. J'imagine que c'est un processus assez long. Contrairement peut-être à un locataire qui vient dans un appartement. Le processus de son appartement, enfin, on va dire son unité et le commun, ça doit être même, à mon avis, pas un processus qui doit s'arrêter. Ouais. Enfin, j'imagine ça Ouais, doit je suis bouger. d'accord. Oui, parce que c'est comme disait Charles, c'est pas une coloc, quoi. C'est... Enfin, non, c'est qui... Bon, bref. C'est un peu une coloc où tu dois pas voter, mais t'as un canapé, donc tu dois savoir quel canapé on va mettre, il y a une table à manger, il y a les chaises et tout ça. Tout ce qui doit se décider en commun, quoi. Donc Et ça, vous vous êtes posé la question, à un moment donné, du mobilier commun ou pas? Oui, on s'est posé la question, mais tu dirais de dire, est-ce qu'on fait le mobilier Ouais. des espaces communs? Est-ce qu'on fait une Ou proposition? proposition, ouais. En fait, on a toujours... En fait, on a toujours dit qu'il y avait différents scénarios possibles. Soit on les mettait à disposition, Mhm. puis, mais du coup, ça impliquait un loyer un peu plus élevé, probablement. Mhm. Soit on est dispo pour du conseil, ou soit les locataires le font comme elles veulent. Il y a l'idée encore les maîtres d'ouvrage voulaient offrir une table aux locataires. Il faut qu'on se repenche dessus. On a eu de la peine à trouver des menuisiers motivés et disponibles cet été. Donc, puis nous, on était aussi un peu débordés. Mais il y a encore peut-être ce projet. Mais je pense que ça fait partie du projet aussi, c'est intéressant. Du projet de vivre ensemble, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met dans les espaces communs, quoi. Ouais. Et puis aussi, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a des gens des habitants qui ont délaissé des appartements plus grands pour venir vivre dans des petites unités, mais qui avaient donc aussi beaucoup de meubles à mettre dans les espaces communs. Typiquement, c'est des gens quand genre, leurs enfants sont partis, ou alors... Ouais, c'est pas mal des couples là qui sont venus. Enfin, Mais il y a une personne qui est dans ce cas de figure, je crois. Enfin, nous, on ne connaît pas toute leur vie non plus, mais... Vous n'avez pas auditionné? Vous n'avez pas Comme fait les- un entretien le but, c'est que nous, on a commencé des entretiens, mais après, c'est aussi le Ouais. but, c'est que la vie du groupe se fasse sans nous. Et puis, Mais Bon, il y je a pense que des si gens vous aviez- bien qui vivaient dans des 3 pièces et demi, Ouais. qui avaient du coup tout pour un 3 pièces et demi, et qui du coup allaient dans un truc Ouais. commun plus petit. Mhm. Donc c'était évident qu'ils mettaient aussi une partie de leur meuble dans les communs. Bon, je pense qu'aussi, si vous aviez vu que l'émulsion ne se faisait pas, vous auriez choisi d'autres stratégies, j'imagine. Si vous avez vu que les locataires ils voulaient pas mettre des choses en commun, vous dites, bon, peut-être qu'on va mettre les meubles communs en commun, peut-être... Mais J'imagine. c'est quand même une question, parce que vu que c'est ta tante et ta maman qui sont propriétaires, à quel moment vous êtes désinvesti quand même d'une partie du processus qui leur appartient, c'est-à-dire choisir les locataires et tout ça? Toujours pas aujourd'hui. Non, mais c'est particulier. En plus, tu travailles pour ta famille. Ça doit être quelque chose de... Ouais, c'est un peu la question maintenant. Comment est-ce qu'on va faire comment ça sera la suite? Moi, une question qui m'intéresse et que on s'intéresse aussi au labo à Théma, à l'EPFL, c'est la question de l'entretien des bâtiments en général. Puis de se dire, mais est-ce que nous, en tant qu'architectes, on doit aussi faire un contrat d'entretien?
où on vient chaque année, on reçoit 1000 francs, ou tous les 5 ans, on reçoit 1000 francs, puis on vient juste voir que tout aille bien, et puis éventuellement Appelez ci, appelez celui-là. on appelle ci, Ouais. celui-là, et puis qu'on donne un peu un suivi aussi de la vie du bâtiment, surtout dans des cas de propriétaires. Enfin, ma tante et ma maman, elles sont propriétaires malgré elles, mais elles voulaient pas l'être. Elles ont C'est pas leur hérité, métier. c'est pas leur métier. Et il y a plein de choses un peu qui les intéressent pas vraiment dans ce rôle de propriétaire. Et puis de se dire, en fait, on peut nous aussi peut-être accompagner, et ça augmente la longévité des bâtiments. Et en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a au labo. Ok. Et dans ce projet, est-ce qu'il y a un élément technique, un détail, un truc qui vous a vraiment beaucoup pris la tête? Tu dis pris la tête. Dans le sens où vous avez passé 6 mois à pas comprendre, à faire des variantes, et à la fin vous avez dit, mais en fait c'est ça, et puis... Bon, l'isolation périphérique, c'était Ouais, c'était difficile. Ouais. Parce qu'on On voulait faire avec du chaud chanvre. Ouais. Et en fait, l'entreprise à qui on a adjugé, qui était la seule à pouvoir réaliser quelque chose qui rentrait dans notre bilan thermique, nous a planté. Elle ne voulait pas signer le contrat, en fait. Donc, ça pue un peu. Mais on avait tout planifié en fonction de ça. Et c'était dû à quoi? C'était trop compliqué? Je pense qu'ils n'avaient pas confiance en leurs produits au point de s'engager dans un contrat SIA. Nous, on avait un contrat d'entreprise normale, et eux, ils sont un peu... Ils sont très... D'un côté, ils innovent, ils font plein de trucs chouettes, mais d'un côté, c'est pas une entreprise très fiable non plus. Ok. Donc ils se sont dit, on va pas se faire avoir nous-mêmes. Ouais. Peut-être qu'ils avaient d'autres chantiers plus rémunérateurs ailleurs avec des clients. Et vous avez trouvé une moins alternative pointilleux. pour On a trouvé une alternative, mais c'était quelque chose qui, au niveau de la qualité, de la propriété du matériau, nous plaisait beaucoup moins. Donc on a mis du multiport. Ok, ouais. On voulait quelque chose de minéral qui respire. Donc ça, c'est atteint. Du coup, ça, c'est atteint, mais après, au niveau du bilan carbone, le multiport, c'est pas catastrophique, mais c'est pas l'idéal. Pas aussi bien que du chaud chanvre. Ensuite, ça avait aussi cette capacité de pouvoir s'adapter à un mur de guingois. Donc ça, c'était aussi une donnée très importante. C'est ça. De garder quand même une certaine vibration dans la façade et pas se retrouver avec des trucs tirés au cordeau. Et puis qui fissure, et puis qui... Ah, mais même pas forcément, mais tu peux avoir des... Enfin voilà, tu as des bâtiments anciens, tu as l'impression qu'ils sont neufs tellement les isolants qui ont été utilisés sont carrés. C'est carré. C'est XPS. XPS, à donf, voilà. Ça, c'était pas l'expression Non, qui était recherchée. Ouais, je comprends. Après, la charpente, c'était aussi... tout ce qui était charpente, c'était aussi un peu un casse-tête, quoi. C'était un nouveau vocabulaire aussi, j'imagine, à apprendre. Nous, c'est un truc qu'on se dit, c'est que le vocabulaire de charpente, parler avec un charpentier avec tous les termes techniques, c'est une... Ça, on l'a assez vite appris. Ouais, ça Ouais. a été, mais Ils sont plus vifs que nous. Ils sont plus vifs. Et justement, sur l'image, on voit donc le béton qui rejoint le poteau central. Je mets la photo. À un moment donné, vous avez dû renforcer structurellement pour pouvoir faire ça, ou comment ça s'est fait dans le processus? En fait, les poteaux, là, ils portent. Et puis les cloisons, elles ont une ossature en bois aussi, qui porte aussi. Donc en fait, on a un peu doublé le système structurel. Mais lors de la démolition, ce poteau, il descendait jusqu'à où? Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas la photo où on est en vert. Attends, je crois que je peux voir si je peux trouver. Nico, t'arrives à sortir de l'iPad 2 secondes? Attends. Ouais. Mais il volait. Il volait. En fait, les poteaux étaient posés sur des murs en briques. Ouais. Qui eux descendaient. Qui descendaient, mais on devait refaire les fondations pour des questions d'humidité et de niveau et tout. Du coup, on a démonté ces murs en briques, on a réutilisé une partie des briques. Et on a... l'ingénieur Peter Brown, il a dessiné une structure provisoire qui tenait au fait ces poteaux et qui nous a permis d'aller bétonner jusqu'au bois.
Et ça a été un moment intéressant du chantier. C'était compliqué. C'était Tout le chantier était intéressant parce que déjà c'était notre premier gros chantier. Ouais. Et puis au fait, rien, à mon avis, en tout cas c'est un peu l'idée que j'avais des artisans, mais quasi rien de ce qu'on faisait était des détails conventionnels qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc chaque fois on devait aussi les convaincre de se lancer là-dedans avec nous, et on a passé beaucoup de temps à choisir les artisans, et on a, à quelques exceptions près, on a eu des super artisans qui ont vraiment joué le jeu de se prendre la tête. Enfin, pas dans le mauvais sens, hein, mais de mettre toute leur capacité dans ce défi. Oui, puis on avait vraiment des bons moments de co-développement pendant les séances de chantier, de voilà, comment on pourrait faire, nous on a envie de ça, et puis je comprends, j'ai jamais fait, mais on va réussir à le faire marcher, ou ça va jamais marcher, mais on pourrait faire comme ça. Et ça, sur les 6 ans de développement du projet pour lequel vous étiez en charge, à quel moment les entreprises elles sont arrivées pour que vous puissiez commencer à développer ces détails-là ? Assez tôt, ou en phase d'appel d'offres, SIA simple, enfin normal? Je pense qu'on les a plutôt développés sur le chantier. Sur le chantier. Affinés sur le chantier. Ouais. On a tellement d'adaptation en fait. Ouais. Même si tu as l'impression qu'en fait, il restait que les murs de la maison au bout d'un moment, ça génère tellement de choses en fait, le fait que tu partes d'une base qui soit, même si il reste pas grand chose, ça génère tellement de contraintes que tu retrouves dans tous les stades postérieurs du chantier, et où il faut toujours adapter les choses. Et les éléments de réemploi dans la déconstruction de la grange, ces éléments-là, vous avez réussi à les anticiper, ou c'est aussi pendant le chantier vous dites bon, c'est peut-être ça on peut le réemployer, ça on peut pas du tout, ça on va peut-être proposer à quelqu'un? Il y a eu les deux. Les moellons, on les a anticipés. Okay. Les pierres qu'on a pour les aménagements extérieurs. Les briques, les murs en briques peut-être aussi. Et après aussi, ce qui était chouette, c'est que particulièrement les maçons, ils ont compris que nous, on voulait pas non plus que tout soit fini, lisse, propre, parfait. Puis ils jouaient le jeu. Au fait, ils disaient mais là, au fait, on pourrait simplifier, on pourrait faire comme ça. Ou bien ils trouvaient il devait faire des linteaux sur des fenêtres, puis on avait démonté de l'appartement existant, on avait démonté une dalle en ourdi. Puis du coup, il a repris les aciers de la dalle en ourdi pour faire les linteaux de lui-même. En fait, ils ont joué le jeu. Ils ont compris comment on fonctionnait, et puis après, ils venaient eux-mêmes avec des propositions. Et ça, c'était super. Une fois que tu atteins ce niveau-là, c'est génial. C'est trop bien. Parce qu'il y a une synergie vraiment entre vous, les clients, et puis les entreprises qui réalisent le projet. Et ça, c'est un truc que je pense que ça doit être très satisfaisant, ce chantier où vous arrivez et dites j'ai pensé à ça, tu vois les fers là, je les ai utilisés pour ça, tu es là, ok quand même. Puis le maçon contremaître, il a pris sa retraite après ce chantier. Et là, l'autre jour, il m'a appelé et je suis revenu. Du coup, il est retourné au Portugal, et puis là, il fait je suis revenu en Suisse, je suis à Denain, je voulais venir voir comment c'était fini. Enfin, lui-même aussi, il est impliqué. Il était impliqué. Ça fait trop plaisir d'avoir ce téléphone, et puis il dit bravo, ça a bien donné, c'est bien fini. Ça fait plaisir quand les artisans ils sont contents. Puis on a eu quelques moments où on a fait 2-3 repas avec eux, ou je sais pas, aussi des moments cultivés, un peu une sorte de culture de co-construire, en fait. Je sais pas si vous en avez parlé, j'ai pas la photo, du coup dans le file on en reparlera, au pire on la mettra, on ira voir sur vos réseaux. À un moment donné vous parlez du chantier participatif pour la terre. Qu'est-ce que c'est un chantier participatif? C'est un chantier où en fait tu fais appel à plein de bénévoles qui ont envie d'apprendre la construction pour réaliser une partie d'ouvrage en quelque sorte. Nous on l'a fait pour tu peux remettre l'iPad, Nico. La photo du grand espace. Là on les voit. Voilà. Donc ces briques là c'est un matériau dont on est très fier, parce que c'est un peu le matériau ultime au niveau de la durabilité, parce que ça a été fait avec la terre d'excavation du chantier,
mélangé à du sable et de la paille. Et puis la paille, elle vient d'un village à 3 km et puis le sable à un village à 5 km. Donc c'est vraiment un matériau ultra local. Et puis en fait, le secret, c'est qu'il faut énormément de main-d'œuvre pour faire ce matériau, d'où l'appel à. Et c'est des briques ou c'est un dessin? C'est des briques. C'est des briques. Donc c'est des briques Adobe. La technique s'appelle Adobe. Donc c'est au fait juste la terre qu'on compresse pas avec une machine mais à la main. Donc il y a un moule, on presse dedans la terre, on fait sécher à l'air, donc pas de chauffage, rien. Et ensuite on fait un mortier qui est aussi à base de terre et de sable, mais le même matériau que la C'est pour brique. ça que tu as l'impression que c'est un dessin, parce qu'en fait c'est vraiment la Et on Du coup, c'est le même matériau qui fait le joint du. Ok. Voilà. Et c'est là Quasiment, que Phase sont venus avec le bureau. Elle nous en a sympa. parlé Nous pendant aider, le talk, voilà. ça. Ouais, c'est d'ailleurs elles qui nous ont dit de vous inviter. D'ailleurs, on vous propose de regarder la vidéo Tu fais de la pub comme ça. sur le YouTube, qui était super. Du coup, tu m'as coupé. Pardon, les briques. Non, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Madagascar. Mais- Alors, petite anecdote, c'était un de tes anciens colocs qui venait d'Érythrée, qui nous avait dit, quand tu lui avais proposé de faire des briques, qu'il avait dit oui. non, mais chez nous, c'est les gens qui sont en prison qui font des briques. Ah ouais? Donc, C'est un autre délire. Un autre imaginaire culturel. Alors, je te promets, les gens que j'ai vu faire ça, ils étaient pas en prison. J'ai pas visité cette partie-là. Mais ça, c'était c'est un processus assez long, parce que c'était 6 jours pour faire le moulage avec 6-7 personnes en permanence, et puis aussi 6 jours pour mettre en place, monter les murs. En fait. Ouais. Ok. Parce que ça se monte comme maçonnerie classique, pas du tout. Ou Ouais. Classique. ouais. classique. Hein. Mais du coup, Parce que t'es le dépendant. mortier, du coup, c'est aussi. C'est de la terre aussi. C'est de la terre. Ouais. Bah, c'est classique, mais c'est plus facile parce que t'as pas cette pression de la réaction chimique. Au fait, Ouais. tu peux toujours remouiller. Ouais. Tu peux toujours. Enfin, Mhm. enfin, ça c'est peut-être un aspect que j'ai pas dit dans ma bio, mais après ma 2e année d'archi, j'ai eu un peu un ras-le-bol de l'archi et je suis allé bosser avec des maçons sur des chantiers et j'ai appris énormément et j'ai adoré ce moment-là. Et là, je faisais de la maçonnerie du coup classique avec la truelle, le ciment, la brique terre cuite. Et au fait, tu as un rythme qui t'est imposé par le temps de séchage du mortier. ouais. Et une fois que ta brique elle est posée, tu peux à peine la bouger, plus rien faire. Tu as aussi un peu ça parce que quand même la brique elle absorbe l'humidité, mais tu peux plus. C'est plus facile et aussi tu as un matériau qui est sain, donc avec le ciment, si tu t'en mets sur les mains et tout, c'est abrasif, acide, ouais. alors que là c'est Et elles sont de la terre. pas stabilisées, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit en plus qui les. Non. Et ça résiste à la compression. Elles sont C'est pas pas porteuses porteur. là, mais Ok. elles pourraient l'être dans une certaine mesure. Pas énorme, mais un peu. Ouais. Parce qu'on sait que c'est le problème que rencontre TerraBlock, par exemple. Ouais. TerraBlock qui doit mettre une partie de ciment dans ses briques terre Pour crue. TerraBlock, il y a aussi pour l'aspect un peu Swiss finish. Ouais, un petit peu. Les architectes, ils veulent des briques parfaites. Ouais. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi une question de... Parce qu'ils peuvent te les sortir, des briques qui sont sans Porteuses. ciment. Ah, sans ciment, oui, Ouais. Ils peuvent, ouais. bien sûr. Ok. Bon, je pense que tout part de là, finalement. Après, c'est juste que tu ajoutes peut-être un peu de ciment pour les stabiliser ou pour les rendre un peu plus propres. Ouais, pour les rendre un peu plus propres. Parce que même celles qui sont stabilisées au ciment, ça fait rare, elles ne peuvent pas être porteuses. C'est assez assez compliqué. mais c'est assez Ouais. compliqué quand même. Ouais. 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 Mais ça, c'est tout un peu le rapport à la norme, au matériau. Enfin, à partir du moment où il est normé, tu peux le normer. Ben, voilà, tu peux, Puis par rapport à ce que tu faire peux porter, t'attendre. mais- Parce qu'en soi, toute la question, c'est de savoir aussi à quoi tu peux t'attendre dans un contexte où justement, peut-être t'as pas besoin d'avoir l'arête qui est propre, nickel, avoir plus ou moins 1 mm sur 1 mètre à l'équerre, enfin au niveau, etc. C'est aussi tout ça qu'il faut. Enfin, c'est une nouvelle façon de réfléchir et de penser. Mais on est dans l'espace commun au rez-de-chaussée. Là, ouais. Est-ce qu'il y a un traitement de la brique? Parce que tu disais si je la remouille... Alors, pour l'instant, pas. Ok. On a fait un test dans un endroit arrière de Badigeonnet à la Chaux. Oui.
Et on s'est gardé la possibilité de le faire si ça brasait trop. À cause du frottement de l'eau et tout ça. Aussi, ça devenait un problème parce qu'il y avait de l'eau comme ça. Mais là, on n'a pas traité du tout. Ok, trop bien. Peut-être on Passe aux questions. Ouais. Ça vous va? On a sauté le deuxième projet, mais ça fait un Ouais, moment c'est qu'on- Très bien. Bon, j'aimerais juste... c'est le concours, c'était ça, le deuxième projet? Ouais, j'aimerais juste faire un petit tour, parce que moi, j'ai juste regardé un petit peu les documents, et je trouvais assez impressionnant l'amont, en fait, du travail pour si je dis pas de bêtises, hein, de cataloguer... cataloguer, inventorier en fait les matériaux nécessaires pour refaire le projet et en fait avec ces éléments de base, ces Lego, ces briques, faire un projet nouveau qui ne fait pas appel en fait à l'esthétique d'où ça vient, enfin qui ne correspond pas à où ça vient en fait. Et je trouvais ça assez cool. Bref, voilà. Mais peut-être c'est un teaser, mais du coup, je te laisse. Non, mais rapidement, Je te laisse vite fait rapidement, le- parce que ça, ce qui est intéressant là aussi, c'est un peu l'utilité de notre modèle de coopérative. Donc, c'était un concours sur préqualification. Il fallait une équipe ingénieur, paysagiste, architecte, Arrête de tourner l'iPad. et de l'expérience BIM. Ouais, ouf. Et puis, au fait, c'est Materium qui est venu vers nous en premier en disant « Ah, il y a ce concours de réemploi qui est une première, on aimerait bien participer. » Et là, nous, on avait des bons contacts avec Tribu déjà, enfin, on a toujours. Du coup, on leur a demandé avec eux s'ils voulaient s'associer avec nous. Et en plus, on a pu un peu faire un patchwork de références entre les projets que nous, on a fait et d'autres, de la coopérative Lucas Fink en particulier. Et donc, ça nous a permis de rentrer dans cette préqualification face à des gros bureaux qui ont beaucoup d'expérience. Enfin, c'était assez surprenant en fait qu'on arrive à être qualifié pour ce concours. Et après, l'expérience du concours était super intéressante, même si c'était un concours du coup qui demandait par rapport au programme qui est relativement simple, c'est une déchetterie. En fait, la complexité vient de... Énormément de travail. Et au fait, le niveau de détail était hallucinant. Enfin, chaque matériau du projet était déjà connu et d'où il allait venir en plus. Enfin, on savait... La majorité des matériaux, on savait même où ils se trouvaient maintenant, au jour J, et puis quand ils allaient démonter et qu'on allait pouvoir les utiliser. Est-ce que le processus de réemploi est dans le projet dans lequel on tend, et heureusement dans la plupart des cas, est-ce que ça change pas un peu le paradigme des phases SIAN classiques en fait? Ouais, je pense que, mais même globalement, maintenant, avec la façon dont on fait le projet, il y a beaucoup de rénovation, transformation. Et le réemplot, elle t'oblige à réfléchir beaucoup en amont. La question de l'investissement, enfin là, c'est la ville de Zurich, donc le maître d'ouvrage, et au fait, ils étaient conseillés par Barbara Boozer pour le projet qui était dans le jury. Et ce qu'ils ont fait aussi pour un gros projet de réemploi, c'est qu'en fait, il faut sortir de l'argent tout de suite pour acheter et stocker les matériaux. En fait, faire du réemploi à grande échelle, et même à l'échelle où on l'a fait à Shoshi, c'est un enjeu de logistique, surtout, avant tout. Il faut transporter, stocker et ramener. Et ramener les matériaux. Et là, du coup, il y a deux types de matériaux. Il y a les matériaux très spécifiques. Et puis après, on cherchait aussi des sources qu'on savait, par exemple, on savait que la Migros, ils jettent chaque année, je ne sais plus combien de milliers de palettes de gruyère. Parce que pour des raisons d'hygiène, en fait, c'est des palettes quasi neuves. Ils les utilisent un certain temps pour stocker les fromages dessus. Puis, ce n'est pas des palettes qui ont la forme des palettes normales, donc elles ont une forme normale. C'est des sortes de chariots spéciales. Et puis, du coup, on sait que ça, c'est un truc qui aura toujours des palettes comme ça. Et du coup, on a développé toute la toiture avec ces palettes. Ou bien aussi, par exemple, les câbles de téléphérique et de télésiège, chaque temps et temps de temps, ils doivent être remplacés.
Et dans un bâtiment, si tu surdimensionnes un peu, tu peux très bien les utiliser. Bien Ils sûr, sont ouais. protégés. Surtout Ils sont, s'ils sont protégés de la pluie. ils sont protégés de la pluie. Donc on cherchait aussi un peu des sources qui sont des sources, comme on disait, Cycliques. génériques, Ah, générique, ok. qui viennent tout le temps. Oui, en fait, il faudrait avoir une connaissance, pas forcément un catalogue, mais une connaissance de ces sources génériques pour pouvoir les intégrer tout de suite dans le projet. Ouais. Ouais, Mais ça je pense prend que du tu peux temps de pas notre part. avoir une solution qui s'applique tout le Ah temps. non, bien évidemment, non. Et Mais c'est donc, quand en même fait, les sources énormément même de génériques, travail. elles changent. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire permanence. par là, c'est que tu imagines quand même le boulot que déjà que c'est de produire un concours en termes d'effort. Et en plus, En réemploi. en réemploi, le travail, il est monumental. Mais c'est pour ça que dans ce genre de situation, l'ICA ne fonctionne pas. Enfin, les phases SIA avec la répartition de temps et des heures, c'est pas tenable. Mais c'est globalement dans tous les projets, tout ce que tu dois faire avant la mise à l'enquête devient de plus en plus énorme. de plus en plus lourd, même dans un projet pas de réemploi. Parce que moi, j'avais bossé j'avais bossé dans un bureau où ils avaient un projet aux États-Unis. Et en fait, j'ai l'impression que le système aux États-Unis, c'est qu'avant la mise à l'enquête, tu dois avoir du détail au 5e et au 2e. Et c'est ça que tu mets à l'enquête. Donc, tu as tout qui est défini, etc. Donc, est-ce que c'est mieux par rapport à là où on veut aller, donc aussi par rapport au travail qui est nécessaire pour tout comprendre et tout mettre en place, ou c'est un entre-deux, ou enfin, vous pensez quoi? Moi, je trouve la difficulté dans les projets, je sais pas si c'est chez vous comme ça au bureau, mais c'est souvent les premières phases où le client doit sortir beaucoup d'argent de sa poche, puis après, tu as le permis de construire, et puis il y a une banque qui finance. Et là, les honoraires d'architecte sont un peu plus indolores pour le client. Et c'est vrai que c'est là où, en fait, il faut peut-être trouver un nouveau modèle de financement pour les projets avant le permis de construire. Et puis, là, nous, par exemple, pour le projet de Denan, on a eu un prix qui s'appelait Sprungbrett, qui était là pour donner une impulsion au programme de logement innovant dans le domaine en campagne. Et ça nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avec les honoraires qu'on touchait. Ouais. Typiquement, animer, faire la pièce de théâtre, animer ce processus-là, qui sont aussi des choses qu'on a fait avant l'obtention du permis de construire. Tout ce qui vous a été indispensable. Voilà. Et puis, est-ce que, par exemple, il y a un fonds de la Confédération pour le réemploi qui finance, en fait, le surcoût de travail que ça donne avant la mise à l'enquête? Je pense que le modèle économique des honoraires d'architecte est peut-être à revoir aussi. Okay. Mais je pense moi, je serais plutôt pour qu'on simplifie encore ce qu'on a besoin de faire. Par exemple, je pense au niveau thermique, ce qu'on nous demande, c'était bien au début parce que sinon les architectes n'isolaient pas les maisons, mais maintenant, ça paraît évident qu'il faut isoler, donc on pourrait ne pas devoir justifier chaque détail avant la mise à l'enquête, mais on pourrait avoir un contrôle après quand le projet est fini, puis on sait qu'on doit répondre à ce contrôle et puis qu'on risque gros si on n'y répond pas, mais parce que je trouve... En fait, c'est comme tout, c'est plein d'éléments dans la mise à l'enquête. Il y a plein d'éléments qui sont évidents et dans lesquels maintenant tu n'as plus besoin vraiment de justifier, quoi. Et puis là, est-ce que le thermique, ça doit être comme ça pour toi alors? Pour moi, le thermique, maintenant, en tout cas dans notre génération d'architectes, il n'y a plus besoin de nous imposer de connaître la composition de ton isolation avant la mise à l'enquête. Je pense que c'est évident que tu dois faire un projet qui doit être thermiquement viable et puis c'est ce qui nous demande le plus de boulot, en fait, le thermique avant la mise à l'enquête, parce que sinon tu peux faire des plans au centième où tu es assez flou sur plein de détails, mais le thermique, ça nous oblige à prendre beaucoup de décisions qui sont pour moi des décisions qu'on prend trop tôt des fois dans le processus. Oui, parce que c'est beaucoup de détails, c'est énormément de détails. C'est énormément de choix. De choix. Qui Après, ont des implications énormes. Des thermiciens qui peuvent faire du flou. Je plaisante. Nous, on a complètement changé notre système thermique entre ce qu'on a mis à l'enquête et ce qu'on a construit. Mais comme on allait vers le mieux, en fait, ça passait. Ouais, ça, faut pas le dire vraiment. Faut pas le dire maintenant que vous avez changé. Si c'est pour aller vers du mieux. On a plus isolé et puis on a mis un système de chauffage plus durable. Mais tu vois, tu peux dire que c'est mieux en ayant une approche holistique. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir un rapport les ossailles de 100 pages pour dire que c'est mieux. Est-ce que ce serait à nous de le faire, le rapport les ossailles ou pas? Faudrait simplifier ces trucs, mais à ce moment-là, pourquoi pas. Parce qu'on a eu à l'EPFL
On a fait le cours, les oseilles. On a fait le cours, ouais. Moi, j'étais à Munich. Il est rentré par là, il est sorti par là. Il est rentré, ouais. Non, mais je pense que ça pourrait être bien si les architectes on s'appropriait ce genre d'outils, mais si ça pourrait être intégré à nos programmes de dessin, je sais pas. De manière plus simple. Les architectes, on D'ailleurs- n'est pas les seuls qui y construisons, donc je pense qu'il y a aussi des garde-fous pour d'autres. D'ailleurs, Archicad ou AutoCAD? Arrête avec cette question. J'arrête. Vas-y, Archicad, AutoCAD. Je veux savoir. Ce projet, on l'a fait avec Vectorworks. Vectorworks. Et maintenant, on est en train de passer sur Archicad. Ok. Voilà. Tu vois, des gens bien. Ok, bon, on finit par des questions un peu plus légères. En tout cas, c'était trop cool de parler. J'espère qu'on n'a pas trop posé des questions récurrentes sur le projet. Vous avez fait beaucoup d'interviews, mais c'était très sympa d'avoir votre retour. Chris n'est pas là, mais il m'écoute. Est-ce que vous avez un ouvrage littéraire à nous recommander? Ou qui vous a marqué? Ou Atterrir, Bruno Latour. Ok, c'est noté. Moi, je dirais Capital et idéologie de Thomas Piketty. Ok, trop bien. Il y a Nico qui réagit là. Qui réagit à Capital et idéologie. Ok. Est-ce que vous avez un lieu ou un pays dans lequel vous aimeriez absolument construire? Genève. Genève. C'est un vrai pays. Moi, je crois que j'aimerais bien construire un truc aux Pays-Bas. Ouais. Ouais. Parce que ma mère est néerlandaise. Ah. Bah, il y a ok. un lien Il y a un lien. culturel comme ça. Et Ok. pourquoi Genève? Je sais pas, j'aime bien Genève. Je connais pas si bien que ça et j'aimerais bien passer plus de temps à Genève. Bah, écoute, t'es le bienvenu, on t'accueille. Tu passes quand tu veux. C'est pour toi encore. Est-ce que vous avez un projet de rêve, un programme que vous aimeriez explorer, réaliser? Moi, je pense ça revient aussi avec Ouais. Genève, mais on est allé assez loin dans des démarches avec la paroisse protestante rive droite, c'est ça, de Ouais, Genève, pour réfléchir Non, rive, à l'avenir de 3 églises. Ouais. Et là, en ce moment, c'est en pause, voire c'est mort. Je sais pas, il faut qu'on voit. Mais ça m'aurait bien botté de se poser la question. Mais enfin, eux, ils nous ont approchés en mode on aimerait réduire nos charges énergétiques de nos églises. Et il y a un bâtiment où il y avait un projet un peu éventuellement de démolition, reconstruction. Puis toi, tu leur as dit non, mais il ne faut pas démolir, on peut en faire autre chose. et du coup, ils nous ont approchés là-dessus. Puis c'était un peu le point d'entrée. Et nous, on leur a proposé, un peu comme toujours avec nos clients, on leur propose pas ce qu'ils nous demandent. Et En tout cas, au début, En tout cas, maintenant, ouais. ils commencent à plus nous demander ce qu'on sait faire. donc. ouais. Mais mais de se dire, mais en fait, on peut aussi réfléchir. Le changement climatique change notre rapport à la spiritualité. Et l'Église a, d'après moi, un rôle à jouer où elle va complètement disparaître si elle ne le prend pas en main. Enfin, c'est un peu ce que le pape il a aussi dit dans Laudato Si, c'est que l'Église, elle doit maintenant prendre en main aussi cet enjeu. Et puis de réfléchir à comment ces lieux peuvent devenir des lieux qui sont plus utilisés et qui répondent plus aux besoins de notre société aujourd'hui. Et toi, Charles? Moi, je pense du logement, mais peut-être à un peu plus grande échelle, ou en tout Ouais. cas avoir un projet de coopérative, peut-être un peu avec un groupe un peu plus grand. Et neuf. qui... Non, plutôt quelque chose qui part de quelque chose d'existant, mais pour vraiment créer un peu ce... Bah, Genève, il y a plein de bureaux qui sont disponibles et qui peuvent être transformés. Ok. Et est-ce que vous travaillez en musique? On écoute des podcasts. Le lien sur YouTube. Non, mais est-ce qu'il y a des musiques qui vous accompagnent dans vos projets, qui vous ont marqué? C'est quoi votre... Parce qu'on a beaucoup parlé de différents médiums dans le cinéma. Est-ce que la musique en fait partie? Comme médium de communication. Ça pourrait, mais je l'ai jamais On n'y a pas expérimenté. pensé, mais Pas pas pour le moment en tout cas, mais... Bah Mais là, oui, non, mais la musique, c'est super important Mais- dans ma vie. Là, je dois avouer que ça fait un moment que moi, j'ai plus passé des heures à faire du CAD, mais que j'étais beaucoup à courir dans tous les sens. Puis du coup, tu as moins ces moments où tu écoutes de la musique en travaillant.
parce que c'est quand même quand tu fais beaucoup de travail répétitif, des longs moments. Mais oui, j'écoute toujours de la musique quand je travaille. Ok. Et il y a un artiste en particulier qui te On vient fait comme une ça playlist Spotify. Ouais, on a une playlist Spotify de recommandations des gens qui viennent. Vous avez le droit de T'as une ou deux... Ouais, peut-être quelque chose qui est un peu pas si connu que ça. Ratatat. Ouais, Vous bien voyez, sûr. moi, j'aime bien des trucs musicaux sans parole, instrumental. Que tu écoutes quand tu fais du CAD. J'écoute. Il y a un groupe que j'écoute souvent, c'est Fujiya Miyaji. Puis ça, c'est un groupe que je lance une smart radio après à partir de ça. Mais c'est souvent quand je me dis, là, il faut que je commence le CAD, c'est par eux que je commence. Puis après, aller à la radio, play. Et puis, mais c'est toujours un peu le début. Ok. Bah, on mettra 2 chansons, donc on fera retard de Ratatat, on fera une radio, on mettra la deuxième, et on fera la même chose avec toi, on mettra la première et la deuxième. Okay. Et qui aimeriez-vous voir à votre place dans ce podcast? On connaissait la discuté. question, on en a discuté, mais ils sont dissous, mais ça reste des personnalités très importantes et qui ont beaucoup fait, je pense, pour l'architecture durable en Suisse romande. Mais donc, c'est les membres du Feu collectif Carpe. Elsa Caudray, Marco Sanderecker, Julien Osta, et Bastien Torel. Donc ils vont jamais venir tous ensemble. Déjà, si vous arrivez à en faire venir un ou une, c'est super. Ouais. Ok. Moi, je pense. En tout cas, pour nous, c'était vraiment inspirant de découvrir leur travail. Et leur travail n'est pas du tout assez connu parce que je pense, enfin, vous connaissez un peu, c'est vraiment des pionniers de la construction durable en Suisse romande. Ouais, avec plaisir. Bah, si on arrive à en faire venir un, c'est top. De toute façon, on n'a pas la place pour accueillir tout le monde. Ok. Mais il faut qu'on réfléchisse. Bon, bref. En tout cas, merci beaucoup. C'était un super moment. Est-ce que vous avez... Pardon. Vas-y. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je pense que le format, il est bien. Okay, c'est gentil. C'est bien de... Nous, là, on a pas mal dû présenter le projet, mais souvent, on avait 15 minutes. Ouais. Et puis, c'est bien aussi de savoir le présenter en 15 minutes, mais c'est aussi bien d'avoir un peu plus de temps et que ce soit plus informel. Ouais, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir vraiment joué le jeu. C'était cool. Voilà, mot de la fin. Merci Loris, merci Charles. Merci à vous, c'était super. Nous, on se revoit bientôt pour un prochain podcast. Exactement, dans 3 semaines, avec le bureau cabinet. Merci de nous avoir suivis, merci de participer. N'hésitez pas à poser des questions sur le live YouTube. On n'en a pas eu là aujourd'hui, navré, mais... La rediffusion, pardon. Ouais. Vous retrouverez donc la rediffusion sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à faire des commentaires. On se réjouit de vous revoir. Encore merci et à très vite. Merci pour tout. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous suivre sur Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.